Tu déboucles ta ceinture de sécurité et tu te lèves, te dégourdissant les jambes pendant un long vol. Tu te diriges vers les toilettes et songes à te rafraîchir. Soudain, tu es projeté dans les airs. Les bagages volent autour de toi. Tu as l'impression que c'est la fin du monde. Tu es à 9000 mètres au-dessus du sol et tu pressens un atterrissage en catastrophe. Avant que tu n'aies le temps de réfléchir, tout devient noir. Début 2001, un énorme Boeing 747 transportant plus de 400 personnes a décollé de l'aéroport international de Tokyo à Haneda. Le vol s'est déroulé normalement jusqu'à ce qu'il atteigne l'altitude de 12 000 mètres et sa vitesse de croisière. Le service du repas était en cours et des passagers étaient debout, comme pour tout autre voyage. Un peu plus tôt dans la journée, un vol de la compagnie aérienne japonaise entre Busan, en Corée du Sud, et Tokyo, au Japon, avait commencé de la même façon. L'avion était plus petit, avec environ 250 personnes à bord. Il avait commencé à se stabiliser à environ 11 000 mètres. Ces deux avions étaient sur une trajectoire de vol similaire, à seulement 600 mètres de distance, et devaient se croiser au-dessus de l'île japonaise de Honshu. Ils étaient tous les deux proches de cette intersection lorsque le pilote du Boeing 747 a remarqué que son indicateur anti-collision s'était déclenché. C'est à ce moment-là qu'il a compris que quelque chose clochait. L'un des aspects cruciaux des voyages aériens modernes est la coordination du contrôle du trafic aérien. Chaque vol est surveillé et les pilotes sont informés si quelque chose ne va pas. Tout l'intérêt du contrôle du trafic aérien est d'organiser les vols pour rendre les collisions impossibles. Chaque avion moderne est construit avec des moniteurs de collision, mais ils ne sont jamais censés être utilisés. Tandis que les indicateurs anti-collision clignotaient, le stagiaire de 26 ans, Hideki Ashitani, était assis derrière les radars de la tour de contrôle, surveillant les deux vols. Le stress de devoir superviser plus de 10 avions l'accablait. Ce n'était pas surprenant étant donné qu'il n'était même pas certifié pour opérer seul, sans supervision. Lorsqu'il a remarqué la collision potentielle, il s'est précipité pour éviter une catastrophe. Il a rapidement contacté le vol de Busan qui volait à 11 000 mètres et leur a dit de descendre plus bas, en essayant de créer un plus grand écart entre les avions. Mais dans sa précipitation, Ashitani a fait une terrible erreur. Il a contacté le mauvais avion. Au lieu de dire au Boeing 747 de réduire son altitude, le pilote de l'autre avion a suivi ses instructions et est descendu de 12 000 mètres à 11 000 mètres, soit exactement la même hauteur que le 747. Les deux avions filaient l'un vers l'autre à 800 km/h, sur une trajectoire de collision. Ashitani commençait à paniquer. Lorsqu'il a remarqué que le vol en provenance de Busan n'était pas descendu, il lui a rapidement ordonné de tourner à droite. Le pilote n'avait bien sûr pas suivi les instructions données car elles avaient été envoyées au mauvais avion. Pour une raison inconnue, l'instruction de tourner à droite n'est parvenue à personne cette fois-ci. Les communications du contrôle aérien étaient défaillantes et les pilotes n'avaient aucune idée de l'ampleur du danger qu'ils couraient. En voyant Ashitani paniquer derrière le panneau de contrôle, sa superviseuse s'est précipitée à son poste et a pris le contrôle de la situation. Elle a contacté le vol de Busan et lui a ordonné de monter. Mais étonnamment, elle a donné cet ordre à un vol qui n'était même pas en service ce jour-là. Les deux vols l'ont ignoré car ils ne savaient pas que le message leur était destiné. Le pilote du Boeing était au moins conscient qu'il y avait un autre avion à proximité. Mais sa confiance dans le contrôle du trafic aérien le réconfortait. Si quelque chose ne tournait pas rond, quelqu'un lui aurait sûrement envoyé des instructions. À ce stade, le crash commençait à sembler inévitable. Pour les passagers des vols, cependant, tout semblait normal. Ils étaient peut-être en train de manger un encas, de se dégourdir les jambes ou de faire la queue pour aller aux toilettes, ignorant complètement qu'ils étaient en train de foncer sur un autre avion. Heureusement pour les plus de 600 personnes impliquées, le pilote était bien entraîné et confiant dans une situation qui aurait figé la plupart de ses pairs. À travers son pare-brise, il a vu quelque chose qu'aucun pilote ne devrait jamais voir. Un autre avion se dirigeant directement vers lui. Grâce à un sang-froid et une réactivité remarquables, le pilote du Boeing a saisi la manette et l'a incliné aussi bas qu'il le pouvait pendant les secondes dont il disposait avant la collision. Le Boeing est passé directement sous l'autre avion. Imagine que tu es un pilote et que tu vois le sol devant toi au lieu du ciel. Ils s'en sont tous les deux sortis intacts. Cet homme a sauvé la vie de plus de 600 personnes.
Cela ne veut pas dire que tout le monde s'en est sorti sans une égratignure. Les passagers n'étaient absolument pas au courant de l'incident, si bien que peu d'entre eux étaient attachés. Ils étaient totalement impuissants, car le changement de direction les a projetés contre l'intérieur de l'avion. Avec le mouvement soudain de l'avion, beaucoup ont heurté le toit avec la force d'un accident de voiture. Tous les objets et personnes non sécurisées ont été projetés dans les airs. Certains ont même eu l'impression que l'avion venait de toucher le sol. Par miracle, seuls 7 passagers et 2 membres d'équipage ont été gravement blessés, et les autres n'ont subi que des blessures mineures. Le pilote a fait demi-tour vers Tokyo pour permettre à tous les blessés d'être soignés. Grâce à la réaction rapide des équipes médicales et à l'incroyable réactivité dont a fait preuve le pilote, tous les passagers du vol ont survécu. Chaque fois que tu voyages en avion, tu t'engages à traverser le ciel à des vitesses allant jusqu'à 800 km/h dans une coque métallique fragile. Tu es entouré d'énormes moteurs dangereux, à 10 ou 11 km au-dessus du sol. Il n'y aurait sûrement aucun moyen de survivre si l'avion lui-même commençait à tomber en panne, n'est-ce pas? L'amérissage de la baie d'Hudson montre que des pilotes compétents peuvent surmonter des obstacles apparemment insurmontables. Le 15 janvier 2009, le vol 1549 devait se rendre de New York à la Caroline du Nord. Le pilote, Chesley Sullenberger, était un ancien pilote de planeur qui s'était reconverti dans les vols commerciaux dans les années 80. Le ciel était dégagé et les conditions étaient favorables. C'était un vol typique pour les 155 passagers à bord, jusqu'à ce que le pire se produise après seulement 1 minute et demie de vol. Alors que l'avion montait à 900 mètres, ils ont percuté une nuée de bernaches du Canada. Elles ont frappé tout l'avion, mais surtout, certaines se sont coincées dans les 2 moteurs. Lorsque Sullenberger a réalisé que les moteurs étaient en panne, il a contacté le contrôle aérien. Il lui a ordonné de se poser à l'aéroport le plus proche, mais il a réalisé que c'était impossible. Avec des moteurs défaillants et aucune piste dégagée pour atterrir, il a dû prendre le contrôle de la situation pour sauver la vie de toutes les personnes à bord. Sans le contrôle total de son avion, il n'était pas en mesure de fonctionner à l'altitude normale. Il a volé si bas qu'il est passé juste au-dessus du pont George Washington, à seulement 270 mètres. Les gens présents sur le pont à ce moment ont été terrifiés de voir l'avion si près, mais ils n'avaient aucune idée de la gravité de la situation à bord. Alors que l'avion volait à 225 km/h, Sullenberger a vu le fleuve Hudson devant lui et n'a pas eu d'autre choix que d'y amérir. Dans la tour de contrôle, tout le monde a été choqué d'entendre ce qu'il comptait faire, mais il n'y avait pas d'autre option. Atterrir sur une piste est une chose, mais les pilotes commerciaux ne sont pas formés pour amérir sur un fleuve. Sullenberger a dû faire le vide dans sa tête et planifier l'amérissage tout en perdant de l'altitude. Il s'est assuré de laisser la queue toucher l'eau avant le nez. Amérir avec le nez en premier aurait compromis davantage les moteurs et causé encore plus de dégâts. Étonnamment, l'avion a touché l'eau sans se briser. Sa vitesse a progressivement diminué jusqu'à ce qu'il atteigne un rythme lent et régulier sur la surface de l'eau. De loin, les gens auraient pu croire que ce n'était qu'un bateau qui se déplaçait lentement. Mais les passagers n'étaient pas encore tirés d'affaire. Le stress de l'amérissage avait provoqué l'ouverture d'une des portes à l'arrière de l'avion et avait endommagé le fuselage. Il a rapidement pris l'eau et les passagers se sont précipités vers les toboggans gonflables pour être évacués. Un ferry est arrivé à une vitesse impressionnante pour aller chercher les passagers en détresse, qui ont attendu sur les ailes et les toboggans gonflables. Tous ont été légèrement blessés par la collision avec l'eau, mais tous ont survécu. Le capitaine Sullenberger est entré dans l'histoire comme l'un des pilotes les plus remarquables de tous les temps, ayant sauvé tant de personnes d'une situation apparemment sans espoir. Un film a même été réalisé sur son héroïsme. Notre temps de vol d'aujourd'hui est estimé à 3 jours. Les futurs passagers du plus long avion du monde, l'Airlander 10, n'arriveront pas très vite à leur destination, mais ils le feront assurément avec style. Surnommé le popotin volant en raison de son extérieur très peu conventionnel, cet appareil disposera de chambres luxueuses avec salle de bain attenante, d'un bar de haute volée à bord et d'un sol transparent, offrant une vue d'un horizon jusqu'à l'autre. L'Airlander 10 n'aura même pas besoin d'aéroport. Il est capable de décoller et d'atterrir sur n'importe quelle surface plane, que ce soit de la terre, du sable, de l'eau ou de la glace, en utilisant ses patins pneumatiques. Il sera également plus écologique, grâce à ses émissions réduites, et est censé incarner la forme de voyage aérien la plus sûre dans un avenir proche. Cette merveille d'ingénierie de 90 mètres de long
est à la fois un dirigeable, un hélicoptère et un avion. La plupart des aéronefs utilisent l'une de ces différentes méthodes pour se maintenir en vol, la poussée d'Archimède, la poussée verticale ou la portance. Les ballons dirigeables, les hélicoptères et les avions reposent respectivement sur chacun de ces trois principes. Mais cet appareil, lui, combine les trois. Tout d'abord, la poussée d'Archimède. Airlander utilise une quantité impressionnante d'hélium, un matériau moins dense que l'air. Il aide des aéronefs tels que les dirigeables et les zeppelins à s'élever, tout comme un ballon de fête foraine. Et puisque l'hélium génère une poussée par lui-même, notre appareil peut flotter sans effort. L'hélium d'Airlander est réparti dans plusieurs compartiments pour sa sécurité et dispose également de 4 moteurs de 325 chevaux. Il nécessite beaucoup moins de puissance que des avions conventionnels comme le Boeing 787, ce qui le rend plus économe en énergie. Mais la charge utile de cet aéronef flottant est plutôt limitée, soit 10 tonnes tout au plus. Ses concepteurs pourraient simplement agrandir la carlingue pour y placer plus d'hélium. Mais notre appareil est déjà le plus volumineux du monde. Pour l'assister, l'Airlander 10 est équipé de 2 propulseurs verticaux, semblables à ceux des hélicoptères. Ils repoussent l'air vers le bas, soulevant tout l'engin. Et puis vient la portance, qui joue un rôle crucial dans l'aérodynamique du vol. Pour obtenir de la portance, vous avez besoin d'air qui se déplace rapidement en dessous et autour de l'aile, générant une force. Bien que l'Airlander n'ait peut-être pas de réacteur monstrueux comme un gros avion de ligne, sa grande coque offre beaucoup d'espace pour que l'air l'aide à décoller. Cet aéronef hybride, unique en son genre, a d'ores et déjà effectué plusieurs voyages d'essai réussis. Vous pouvez donc le considérer comme une réalité. Il sera une sorte de transformer personnalisable, adapté pour le confort des passagers, le transport de marchandises, les operations de vol prolongées ou les expériences scientifiques. En fonction de sa configuration, il pourra rester en vol jusqu'à 5 jours d'affilée, ce qui pourrait être particulièrement utile pour la recherche. De plus, les concepteurs prévoient de construire un aéronef encore plus grand, l'Airlander 50, avec une capacité de charge de 50 tonnes. Au premier temps de l'aviation, il n'y avait pas de simulation informatique pour tester les différentes conceptions, de sorte que certains modèles d'avions un peu zinzin ont été construits. Le concepteur italien, Gianni Caproni, voulait créer un avion capable de transporter une centaine de passagers par-delà l'Atlantique avec confort et avec style. Son invention originale, le Caproni K.60, avait 9 ailes arrangées en 3 séries de 3. Il disposait de 8 moteurs, tous entretenus par des mécaniciens en vol. Il y avait des fenêtres panoramiques le long des 2 côtés de l'immense cabine, pour que les passagers assis dans chacune des rangées spacieuses puissent profiter de la vue du monde en dessous. Il avait un nez arrondi, un poste de pilotage intégral et une coque d'hydravion profilée. Une fois l'appareil achevé, un pilote a effectué des essais sur le lac Maggiore en vue de calibrer l'hydravion, mais s'il s'est probablement trouvé un bateau sur sa trajectoire, ou peut-être le pilote est-il allé trop vite au moment du décollage. Toujours est-il que l'avion s'est disloqué. D'ici à ce que Caproni arrive au lac, le pilote avait été sauvé, mais l'épave était pratiquement irrécupérable. Ainsi, cet avion n'a jamais réussi à traverser l'Atlantique. Des ingénieurs français sont allés encore plus loin. Ils ont conçu un avion dont le corps était inspiré d'un certain oiseau et l'ont baptisé Canard. Il était censé avoir une machine à vapeur pour alimenter une unique hélice à l'avant de son corps arrondi. Le pilote et le train d'atterrissage devaient être attachés par des câbles et un cadre en dessous du corps de l'avion. Cet avion à l'aspect étrange avait un nom officiel, le Vought V73. Mais tout le monde s'en souviendra comme de la crêpe volante à cause de sa forme de soucoupe. Ce design était censé lui permettre d'atterrir et de décoller dans des espaces restreints où les avions ordinaires ne peuvent pas se faufiler. Le prototype a été un franc succès, avec des vitesses de décollage et d'atterrissage réduites. Et sa conception, en forme de disque, a data génère de l'importance. Les ingénieurs sont reçus de fonds pour le perfectionner, mais les défauts n'ont cessé de s'accumuler. D'ici à ce qu'ils soient corrigés, il n'y avait plus besoin de cet avion farfelu. L'ingénieur aéronautique allemand, Alexander Lippisch, a inventé le Dornier Aerodyne. Il ressemblait à l'arrière d'un avion après qu'on l'ait coupé en deux, mais il pouvait voler de manière autonome. Il était considéré comme un appareil à décollage et atterrissage vertical, soit la même catégorie que les hélicoptères. Il combinait la portance et la poussée, en utilisant une seule voie d'écoulement pour l'air, comme un ventilateur de conduit.
puis des volets à l'extrémité du moteur déviaient à l'air sortant. Le premier vol du Dornier Aerodyne a eu lieu en 1972, et quoi qu'il ait été couronné de succès, l'industrie a rapidement perdu tout intérêt pour lui et a fini par mettre le projet en veilleuse. Le Pregnant Guppy, également connu sous le nom de Frankenplan car il était constitué de pièces provenant d'autres avions, a aidé la NASA dans son périple vers la Lune. Dans les années 60, il n'était pas évident d'expédier des fusées de la côte ouest à Cap Canaveral, en Floride. Les achemineurs par voie maritime à travers le canal de Panama prenaient 2-4 semaines et les pièces fragiles arrivaient en Domagis ou déjà ruiliers. C'est alors qu'un certain John Conroy s'est présenté avec une solution. Son ami avait racheté des Boeing qui ne lui étaient d'aucune utilité. Conroy a donc résolu de modifier ses avions en ajoutant une soute plus grande sur le dessus du fuselage. Il n'a pas reçu le moindre financement de la NASA pour son idée. Mais il n'a jamais baissé les bras et a fini par hypothéquer sa propre maison, vendre sa voiture et investir toutes ses économies dans son projet, convaincu qu'il fonctionnerait. Il a emprunté jusqu'au carburant nécessaire pour faire voler le prototype jusqu'en Alabama. L'avion a volé parfaitement et a stupéfait tout le monde. Le Super Guppy, comme on a commencé à l'appeler, a fini en charge du transport des étages de la fusée du programme Gemini. Conroy aura construit un total de 25 versions différentes de son avion pour accommoder des équipements toujours plus grands et plus lowers. L'Edgeley Optica ES7 a beau ressembler à un avion libellule futuriste, mais il a été conçu au milieu des années 70 pour des missions de surveillance ou de tourisme à basse altitude et à vitesse réduite. Il dispose d'un cockpit d'hélicoptère monté à l'avant d'un moteur à turbine et offre un impressionnant champ de vision à 270 degrés. Sa grande turbine fonctionne silencieusement à l'intérieur et à l'extérieur du cockpit. Il a suscité un regain d'intérêt au XXIe siècle pour les missions de patrouille frontalière, de recensement de la faune et de repérage des incendies. Mais en raison du manque de financement, seuls 5 des 22 avions construits à l'époque sont encore en état de voler. Avez-vous déjà vu un avion avec 2 fuselages de taille différentes? Le Rutan Model 202 Boomerang se distingue comme étant un avion à moteur multiple, construit de cette manière pour minimiser les risques de panne. Contrairement aux avions conventionnels, même si l'un de ses moteurs devait tomber en panne, le Boomerang resterait facilement contrôlable grâce à sa conception innovante, qui tire efficacement parti de la poussée asymétrique. Ce design rend le Boomerang plus rapide et plus efficace. Cet avion n'a jamais été conçu pour un usage commercial, mais comme un véhicule particulier pouvant accueillir jusqu'à 5 personnes. Rien qu'en le regardant, on peut dire que le Short Skyvan a été construit à des fins pratiques, sans trop se soucier de l'esthétique. Et c'est ainsi que cet avion polyvalent a reçu des sobriquets tels que la boîte à chaussures volante ou la cabane à outils. Malgré toutes ces moqueries, le Skyvan a fidèlement servi au fil des ans. Il fait partie du paysage depuis son premier vol dans les années 60 et transporte toujours des marchandises et des passagers aujourd'hui. Il peut accueillir jusqu'à 19 personnes et dispose d'une grande porte arrière, semblable à celle d'une camionnette pour le chargement et le déchargement des marchandises. C'est pourquoi il est parfait pour les vols court courrier, des activités comme le parachutisme et bien d'autres usages encore. Autant l'admettre, les aéroports peuvent être assez ennuyeux. Mais ce qui est probablement le plus agaçant, c'est de devoir sortir l'ordinateur portable de votre sac à dos et de le mettre dans un bac séparé lors du contrôle de sécurité. Mais bien sûr, on ne nous ferait pas faire ces efforts supplémentaires s'il n'y avait pas une bonne raison à cela. Les ordinateurs portables sont denses et les rayons X ne peuvent pas très bien les pénétrer. Il serait donc facile d'y cacher quelque chose de dangereux. Si l'appareil est sorti et placé à part dans un bac séparé, il est plus facile pour les scanners de détecter quelque chose de dangereux. La plupart des avions sont blancs. Y a-t-il un avantage à choisir cette couleur particulière? Non, la peinture blanche ne rend pas l'avion plus léger. Elle ne permet pas non plus d'économiser sur la carlingue. Voici les véritables raisons de ce choix. Sécurité, efficacité et confort. Les premiers avions avaient une couleur métallique. Mais le problème avec le métal est qu'il est sujet à la corrosion. Ainsi, le peindre est un excellent moyen de protéger un avion de cette dernière. Le blanc est favorisé pour plusieurs raisons. Premièrement, les avions volent haut au-dessus des nuages et sont exposés au soleil une grande partie du temps. Le blanc est la couleur qui absorbe le moins de chaleur et les avions blancs sont donc moins chauffés. De plus, la lumière du soleil fait pâlir la peinture,
Un avion coloré verra sa peinture se dégrader très rapidement et nécessitera fréquemment un nouveau coup de pinceau. Et repeindre est coûteux. Par conséquent, peindre les avions en blanc est un choix plus durable. De plus, tout dommage est plus facilement repérable sur une surface blanche. C'est donc un point supplémentaire pour la couleur blanche. Nous embarquons toujours par le côté gauche de l'avion, chaque fois, sans exception. Pour une raison quelconque, le côté droit ne semble pas être une option. Eh bien oui, c'est fait exprès. Tout d'abord, le pilote se trouve généralement à gauche. De cette façon, il est plus facile pour lui d'aligner l'avion avec la passerelle d'embarquement du terminal. De plus, les avions sont ravitaillés en carburant et chargés de bagages du côté droit. Puisque les gens embarquent dans l'avion par la gauche, l'équipage peut faire son travail sans être dérangé et il n'y a pas de danger pour les passagers. La cohérence dans le choix d'un côté aide à faire fonctionner le tout plus efficacement. Comme tout le monde entre toujours par la gauche, toutes les passerelles d'embarquement sont conçues pour être fixées sur le côté gauche de l'avion. Si chaque avion avait la liberté de choisir son côté, cela créerait un désordre supplémentaire dans la logistique du processus d'atterrissage. Bien d'autres questions se posent encore. Par exemple, que signifie ce triangle noir dessiné au-dessus de l'un des hublots? Apparemment, il désigne le siège à partir duquel la vue sur l'aile de l'avion est la meilleure. Il est nécessaire pour l'équipage de retrouver l'endroit le plus rapidement possible, si, en cas d'urgence, ils doivent inspecter les moteurs, les volets ou les ailerons. Cette marque permet d'économiser beaucoup de temps. Ensuite, les rangées ne sont pas parfaitement alignées avec les hublots. C'est le business qui veut ça. À l'origine, tous les avions sont conçus avec des rangées et des fenêtres parfaitement alignées. Mais lorsqu'une compagnie aérienne achète un appareil, elle ajoute des sièges supplémentaires, les serrant plus près les uns des autres. De cette façon, ils ont plus de sièges, ce qui signifie plus de passagers, et ils peuvent donc vendre plus de billets. Mais vous obtenez moins d'espace pour vos jambes, et vous pourriez tout simplement ne pas avoir de hublot. De plus, tous les hublots ont des coins arrondis, et cela est fait pour des raisons de sécurité. On trouvait autrefois des avions avec des fenêtres carrées, mais celles-ci provoquèrent des accidents, car ces vitres ne pouvaient pas résister aux pressions de haute altitude. À une altitude élevée, la pression atmosphérique extérieure est inférieure à la pression à l'intérieur de la cabine. Il y a donc une grande différence de pression entre l'intérieur et l'extérieur, ce qui génère une contrainte. Sans fenêtre, cette contrainte s'écoule en douceur à travers le matériau. Une fenêtre carrée devient un obstacle, et le flux de stress doit changer de direction. La pression s'accumule alors dans les coins, conduisant à des fissures. Et en bout de compte, de telles fenêtres se brisent. Les fenêtres ovales permettent à la contrainte de circuler plus facilement sans trop les perturber et évitent son accumulation. Ainsi, les hublots ovales sont plus sûrs. Le verre utilisé dans leur production est un verre acrylique étiré et il comporte 3 panneaux distincts. C'est une mesure de sécurité en CA de brèche. De cette façon, au moins un panneau est censé demeurer intact à tout moment. Avez-vous déjà remarqué ces petits trous dans les hublots? Ce trou minuscule se trouve en réalité uniquement dans le vitrage qui est au milieu. Sa tâche est de réguler la grande différence de pression entre l'intérieur et l'extérieur de la cabine. De cette façon, le vitrage extérieur peut supporter la charge. Si celui-ci se brise, le vitrage du milieu, même s'il y a un trou dedans, sera capable de garder la vitre intacte. De plus, ce trou empêche les fenêtres de s'embuer. Maintenant, mettons que vous vouliez vous détendre et regarder un film. Heureusement, il y a une paire d'écouteurs, mais ils sont bizarres. Ils ont une prise à 2 broches. Non, ce n'est pas une sorte de technologie révolutionnaire. C'est une astuce ingénieuse pour prévenir le volume. Si vous ne pouvez les utiliser nulle part ailleurs que dans l'avion, personne n'aura envie de les voler. Et en dehors de l'avion, ils sont pratiquement inutiles. Ensuite, on nous apporte de la nourriture. Il y a des gens qui aiment la nourriture des avions, et d'autres qui ne l'apprécient guère. Mais la plupart s'accorderont à dire que la nourriture a un goût différent une fois dans les airs. Il s'avère que c'est exact. La basse pression atmosphérique, le manque d'humidité et le bruit de fond que nous subissons en haute altitude altèrent le fonctionnement de nos papilles gustatives. Elles deviennent moins sensibles aux aliments sucrés et salés. Et les compagnies aériennes doivent donc utiliser davantage d'assaisonnement. Vous êtes-vous déjà demandé ce qui se passerait si quelqu'un ouvrait accidentellement la porte d'un avion? Cela ne se terminerait pas bien. Le moins que l'on puisse dire, c'est que ce serait très dangereux. Plus précisément, bien vite, il y aurait un manque d'oxygène dans la cabine. Mais heureusement, personne ne peut ouvrir cette porte par accident. La différence de pression entre l'intérieur et l'extérieur rend presque impossible son ouverture. Il faudrait donc une force colossale pour l'ouvrir. Enfin, ces portes sont conçues pour s'ouvrir d'elles-mêmes en cas d'urgence. En parlant de sécurité, pendant le décollage et l'atterrissage,
l'équipage réduit la lumière dans la cabine. Cela est fait pour une bonne raison. De cette façon, en cas d'urgence, vous verrez tout plus clairement. Vos yeux s'habitueront à l'obscurité et vous aurez plus de facilité à évacuer. À présent, parlons des pilotes. Ils portent toujours ces lunettes de soleil super cool. Mais le but n'est pas d'épater la galerie. Elles sont utilisées pour protéger les yeux. Tout au long de leur carrière, les pilotes doivent prendre soin de leur vue. Mais le problème est que ce n'est pas une tâche aisée lorsque vous êtes pilote. Le rayonnement solaire nocif que notre soleil émet est filtré par l'atmosphère terrestre. Donc la lumière du soleil n'est pas très dommageable pour vous si vous passez la plupart de votre temps sur la terre ferme. Mais c'est différent là-haut dans le ciel. Il y a moins d'air là-bas, et la luminosité est beaucoup plus élevée. Pour chaque 300 mètres d'altitude, le rayonnement solaire est environ 5% plus fort. En moyenne, les avions volent à une altitude de 10 700 mètres. Cela signifie que la quantité de rayonnement UV et I est 175% plus grande qu'au sol. C'est extrêmement dommageable pour la vue de quiconque. Le grand nombre d'heures que les pilotes passent dans les airs les rend donc vulnérables à différents problèmes oculaires. Et avoir des problèmes de vue peut coûter sa carrière à un pilote. Ainsi, il est crucial pour eux de porter des lunettes de soleil et celles-ci doivent être de la meilleure qualité. Elles devraient minimiser l'impact de la lumière du soleil et résister aux rayons UV, offrant une protection à 100% pour les yeux. De plus, elles ne peuvent pas être polarisées, car la polarisation est susceptible de perturber la perception des affichages dans le cockpit. Elles devraient offrir la meilleure clarté, réduire la fatigue oculaire et minimiser l'altération des couleurs, afin que les pilotes puissent voir en intérieur comme s'ils ne portaient pas de lunettes. Il existe tant de façons de rendre les avions plus sûrs. Par exemple, on pourrait y installer des sièges éjectables afin que chaque passager puisse être sauvé en cas d'avarie. Mais en réalité, c'est bien plus difficile que ça en a l'air. S'il y avait des sièges éjectables partout, votre voyage serait très différent. Tout le monde devrait être sanglé à son fauteuil avec un harnais pour s'assurer qu'il n'en tombe pas. Ensuite, vous devriez porter un masque à oxygène tout le long du vol, car une urgence peut survenir à tout moment. Ensuite, l'éjection en elle-même exercerait une forte pression sur votre corps. Même les pilotes de chasse qui y sont physiquement préparés peuvent encore subir de graves blessures. Pour une personne ordinaire, ce processus serait tout sauf sûr. Ainsi, aussi stylé que cela puisse paraître, les sièges éjectables ne sont guère pratiques et sont même en réalité assez dangereux. D'accord, très bien, mais on pourrait au moins avoir un parachute pour chaque passager? Sauf que ça ne serait pas très utile non plus. Les parachutes ne semblent pouvoir sauver de nombreuses vies qu'en apparence. Premièrement, en avoir n'est pas si rentable. Ils sont lourds et coûteux, de sorte qu'un avion devrait brûler plus de carburant pendant le vol s'il se trouvait des parachutes à bord. Tout cela en vaudrait la peine, cependant, si les parachutes pouvaient réellement avoir un impact sur la sécurité des gens. Mais ce n'est pas le cas. Les avions de ligne ne sont pas conçus de manière à ce qu'ils soient sûrs d'en sauter, surtout avec quelques centaines de personnes à bord. Ensuite, les passagers ne sont pas du tout formés à leur utilisation. Imaginez qu'il y ait une urgence, que l'avion se retrouve en chute libre et que 200 personnes essaient de manipuler un parachute pour la première fois de leur vie. Ce serait un véritable désastre. Et enfin, il n'est pas du tout sûr de sauter depuis les hautes altitudes auxquelles volent les avions. Ainsi, les masques à oxygène, les gilets de sauvetage et les canots pneumatiques sont le meilleur équipement de secours. Et chaque avion en est équipé. Vous voyez ces énormes réacteurs que les avions ont sous leurs ailes? Regardez-les, ils ne semblent pas du tout sûrs. Les oiseaux peuvent y être aspirés. Et cela se produit fréquemment. On pourrait au moins mettre une grille devant les turbines pour empêcher les oiseaux d'y pénétrer. Mais il se trouve que ces moteurs aspirent comme d'énormes quantités d'air, et que c'est crucial pour leur bon fonctionnement. Plus l'air est avalé, plus il est comprimé, mélangé au carburant, puis brûlé. Et ensuite, cet air est expulsé de l'autre côté, permettant à l'avion de continuer à avancer. Une grille à l'avant agirait donc comme une barrière, réduisant considérablement l'apport en air qui est indispensable au bon fonctionnement des moteurs. Et cela mettrait tout l'avion en péril. Mais ne vous en faites pas trop. Les oiseaux volent beaucoup plus bas que les avions. Ils ne présentent donc un danger que pendant quelques minutes au début du vol, lorsque l'avion prend de l'altitude, et à la toute fin, lorsque l'avion atterrit. Très peu d'entre eux sont donc aspirés. Et s'ils le sont, cela ne constitue que rarement une menace pour les réacteurs ou la sécurité des passagers. Les avions ne passent pas non plus leur vitesse comme le font les voitures.
Techniquement, ils ne peuvent donc pas reculer. La raison en est que les avions n'ont pas besoin de voler à reculons. Ils n'ont simplement qu'à faire demi-tour et à se déplacer dans la direction opposée, toujours de face. Le seul moment où ils ont vraiment besoin de reculer est lorsqu'ils doivent se rendre à la porte d'embarquement. Et dans ces moments, ils peuvent y compter sur des tracteurs d'aviation. Ce sont de petits véhicules qui peuvent se connecter aux aéronefs et les déplacer dans la direction requise. Faites attention à ceci la prochaine fois que vous voyagerez en avion. Techniquement parlant, les avions pourraient aussi reculer si leur moteur commençait à faire circuler l'air vers l'avant au lieu de l'arrière. Mais c'est très dangereux pour tout le monde alentour. L'un des très rares cas où on le fait est lors de l'atterrissage, pour aider à ralentir l'avion. Et il y a des caméras à l'extérieur qui permettent aux pilotes de mieux se repérer sur les pistes. Elles sont particulièrement utiles lors de manœuvres délicates. Mais saviez-vous qu'il y avait aussi des caméras dans la cabine des avions? Détendez-vous, il n'y en a pas dans les toilettes. Mais oui, elles se trouvent bel et bien dans la cabine, et uniquement pour des raisons de sécurité. Les stewards et hôtes de l'air s'en servent pour apercevoir ce qui n'est pas visible depuis leur propre siège. Bien sûr, le personnel de bord peut tout inspecter en se promenant simplement dans la cabine, et c'est exactement ce qu'ils font la plupart du temps. Ainsi, ces caméras sont principalement utilisées durant le décollage et l'atterrissage, lorsque tout le monde, y compris les stewards, est censé rester assis, car ce sont les étapes les plus risquées d'un vol. Notez que c'est précisément pendant ces étapes que les règles sont les plus strictes. Tous les appareils électroniques doivent être éteints ou mis en mode avion, et les gros appareils électroniques doivent être rangés. Les stores des hublots doivent être levés et les tables repliées. Les sièges doivent être mis en position verticale, vous devez avoir bouclé votre ceinture de sécurité, etc. Tout cela est fait pour notre sécurité et pour garantir une évacuation rapide en cas d'urgence. Alors, discutons un peu de ces règles. Le mode avion sur les appareils électroniques est important pour s'assurer que les signaux transmis par ces appareils n'interfèrent pas avec les systèmes électroniques de l'avion. En cas d'interférence, ils bloqueront la fréquence radio dont les pilotes ont besoin pour recevoir leurs instructions. Vous souvenez-vous de cette espèce de tagada qu'un haut-parleur émet juste avant que votre téléphone portable ne reçoive un appel lorsque les deux appareils sont proches? C'est le son que les pilotes pourraient entendre alors qu'ils communiquent avec la tour de contrôle. Maintenant, ranger de gros appareils comme des ordinateurs portables est crucial, car ils pourraient devenir des obstacles si vous devez quitter rapidement l'avion en cas d'urgence. Toutes les allées doivent être aussi dégagées que possible. C'est pourquoi tout doit être rangé, les sièges redressés et les tablettes repliées. Rien ne devrait bloquer le passage de quiconque. Et enfin, les stores des hublots. Les lumières à bord de l'avion sont également éteintes. Ces deux choses sont faites pour que vos yeux s'habituent à la lumière naturelle à l'extérieur de l'appareil. Imaginez, c'est la nuit, une urgence survient et les lumières qui étaient restées allumées s'éteignent soudainement. Les gens doivent évacuer le plus rapidement possible, mais leurs yeux ne sont pas encore ajustés à cette obscurité et ils ne peuvent rien y voir. Cela ralentira tout le monde. Si les lumières intérieures sont éteintes, en revanche, les gens s'habitueront à l'obscurité et seront capables d'évacuer plus rapidement. Il en va de même pour les stores des hublots. S'il fait jour et qu'ils sont relevés, les gens sont accoutumés à la lumière extérieure et peuvent évacuer plus vite. Une autre raison est que lorsque les stores sont relevés pendant l'atterrissage, les gens à l'extérieur peuvent n'avoir voir ce qui se passe à l'intérieur de l'avion. Par exemple, s'il y a de la fumée ou un incendie et où précisément. De cette façon, ils peuvent mieux planifier le processus d'évacuation. De plus, vous aurez peut-être remarqué ces triangles noirs dessinés au-dessus de certains hublots. Ces derniers marquent les sièges, d'où la vue sur les ailes de l'avion est la meilleure. C'est nécessaire pour l'équipage, afin qu'il se repère le plus rapidement possible si, en cas d'urgence, il lui faut inspecter les moteurs, les volets ou les ailerons. Ce petit triangle fait gagner beaucoup de temps au personnel de bord. Nous avons beaucoup parlé d'urgence, mais elles ne se produisent pas si souvent. Il est plus dangereux de rouler en voiture que de voler en avion, et nombre d'entre nous se déplacent en voiture tous les jours. Pourtant, la peur de voler est toujours très présente, et les gens peuvent se montrer superstitieux. Dans de nombreuses cultures occidentales, le chiffre 13 est considéré comme porte-malheur, de sorte que les compagnies aériennes qui desservent ces destinations omettent parfois tout simplement la rangée 13. Ce n'est qu'un minuscule ajustement, mais cela peut épargner à quelques passagers anxieux l'angoisse de siéger dans la rangée maudite. Dans d'autres cultures, comme en Italie et au Brésil, 17 est le nombre porte-malheur, et certains avions sont donc dépourvus des rangées 13 et 17. Dans les avions qui desservent la Chine, il n'est pas rare d'omettre la rangée 14 à la place.
Un moteur explose pendant le décollage. Le système d'injection d'eau est désactivé et les communications sont perdues. À présent, cet avion en perdition fait face au péril imminent de s'écraser sur l'une des collines d'Athènes. Le pilote pourra-t-il déjouer tous les obstacles et sauver plus de 400 vies à bord? Restez à l'écoute. Il est 2 heures de l'après-midi. Un Boeing 747 commence à rouler sur la piste, prenant de la vitesse. Au moment précis où le commandant, Sifis Migadis, soulève le nez de l'appareil, il est surpris par une puissante détonation. Il n'a aucune idée de ce qui vient de se produire, mais il ne lui reste plus beaucoup d'options. L'avion rempli de passagers se déplace trop vite pour s'arrêter sur le court espace de piste encore disponible. Il entame donc un décollage risqué et se dirige maintenant droit vers le centre-ville d'Athènes, qui est absolument bondé en cette chaude soirée d'été du 9 août 1978. Après cette forte explosion, une hôtesse de l'air à l'arrière de l'appareil actionne l'interphone et avertit l'équipage d'une défaillance catastrophique du moteur numéro 3, situé du côté droit de l'avion. L'hôtesse annonce « Je crois que nous sommes dans le pétrin », ce à quoi lui répond un très honnête « Oui, je sais ». Le plan initial du volume 411 d'Olympic Airways était un trajet direct d'Athènes à New York. Mais maintenant, ce jumbo jet massif de 370 tonnes n'a tout simplement plus assez de puissance pour continuer à monter. La tension est à son comble. Le volume est absolument complet. Avec 18 membres d'équipage et 400 passagers, qui sont principalement des citoyens américains rentrant de leurs vacances en Grèce. Ils ignorent tous que le pilote doit encore faire face à 4 problèmes majeurs en un laps de 93 secondes pour s'assurer que tout le monde reste en vie. Le premier problème a à voir avec l'injection d'eau. Car, voyez-vous, ce Boeing possède 4 moteurs. Le moteur numéro 3 vient d'exploser et le moteur numéro 2 fonctionne à bas régime depuis son entretien. Ainsi, le pilote a besoin que les moteurs restants donnent tout ce qu'ils ont pour faire monter l'appareil. Le fait est que pousser les moteurs à plein régime génère beaucoup de chaleur. Le commandant Migadis demande donc à l'ingénieur de volume présent à bord de vérifier si le système de refroidissement est en marche, afin de prévenir que les moteurs ne deviennent trop chauds et de maintenir une température sûre. Il n'est pas simple d'expliquer ce qui a pu mal tourner à ce stade, mais les experts pensent que, dans le feu de l'action, l'ingénieur de volume a pu commettre une erreur. Au lieu de s'assurer que l'injection d'eau fonctionne, il fait l'inverse et coupe le système, 9 secondes seulement après le décollage. Cette erreur réduit encore plus la puissance des moteurs, limitant la capacité de l'avion à grimper en causant une perte de près de 2 tonnes de poussée. Ainsi, l'avion se retrouve dans une situation critique et survole à grand-peine les toits de la ville, à une vitesse plus qu'insuffisante. Le second problème de cet avion en perdition concerne son train d'atterrissage. Le pilote, alors âgé de 55 ans, a déjà plus de 30 ans d'expérience lorsqu'il se retrouve aux commandes de ce volume. Il décide donc d'accomplir une manœuvre audacieuse en demandant à son copilote de relever les roues à seulement 11 mètres au-dessus de la piste. Ce n'est pas seulement risqué, il s'agit carrément d'une violation des règles de la compagnie Boeing dans une telle situation. Les pilotes doivent généralement attendre que l'avion gagne un peu plus d'altitude avant de rentrer les roues, car l'ouverture des portes du train d'atterrissage pendant 15 longues secondes ajoute de la résistance au mouvement de l'avion. En d'autres termes, cela ne peut que le ralentir. Et c'est pourquoi le copilote hésite une seconde, avant d'accepter d'enfreindre la règle. Contre toute attente, le volume 411 poursuit sa course. Mais ces problèmes sont loin d'être terminés. Ceci nous amène au troisième problème. L'avion se rapproche dangereusement de l'une des plus anciennes capitales au monde, Athènes. Le volume a décollé de l'aéroport international d'Ellinikon. C'était alors l'aéroport principal de la capitale grecque, et il était connu comme l'une des pistes d'atterrissage les plus difficiles et les plus risquées du globe. Imaginez plutôt, 2 courtes pistes côte à côte, coincées entre la mer Égée et d'imposantes montagnes. Bien qu'il y ait eu 2 pistes, on en utilisait principalement une seule, celle qui dirigeait les avions droit vers le centre d'Athènes. À cause de cela, les pilotes devaient effectuer un virage à gauche immédiat, juste après le décollage, bifurquant ainsi vers la mer. Maintenant, vous vous demandez peut-être pourquoi Migadis ne se dépêche-t-il pas de tourner à gauche ? Eh bien, la vitesse du 747 est bien inférieure à ce qu'elle devrait être à ce stade.
S'il effectue un virage, l'avion pourrait descendre encore plus bas, augmentant les chances de s'écraser directement sur la ville. Le pilote décide donc de poursuivre son ascension en suivant une ligne droite, pendant qu'il échafaude un plan de secours. Vous vous souvenez que l'aéroport est entouré de montagnes ? Eh bien, voilà qui représente notre problème numéro 4. Le pilote sait que d'ici 1 ou 2 kilomètres, l'avion devra faire face à une colline d'environ 60 mètres de haut. Alors que Migadis voit la colline de Pani s'approcher à vive allure, il décide de sacrifier quelques nœuds de vitesse afin de gagner l'altitude dont il a désespérément besoin pour survoler la colline. Migadis ressent un profond soulagement lorsqu'il voit que son coup de poker a fonctionné. L'avion passe au-dessus de la colline avec seulement 3 mètres de marge. Pourtant, le soulagement s'estompe bien vite. Il doit encore élaborer un plan d'atterrissage d'urgence. Imaginez le cockpit où règne un silence pesant. Ils n'ont plus le moindre contact avec la tour de contrôle. Alors que les deux pilotes font tout ce qu'ils peuvent pour empêcher le volume 411 de s'écraser, l'ingénieur de volume s'acharne toujours à résoudre le problème des moteurs. Le terrain redescend une fois dépassé la colline de Pani. Ainsi, le commandant décide d'abaisser le nez de l'avion pour troquer un peu d'altitude contre de la vitesse. Mais rien ne se produit. Pire encore, la vitesse de l'avion ne cesse de diminuer et leur altitude excède à peine une 60aine de mètres. L'avion vole si bas qu'il renverse même certaines antennes de télévision. Il se trouve à présent à la hauteur d'un immeuble de 14 étages, la tour interaméricaine. L'avion se rapproche tellement de ce bâtiment que certains membres de l'équipage peuvent réellement distinguer le visage des gens à l'intérieur. Un heureux dénouement semble très improbable alors que l'avion s'apprête à entrer en collision avec le mont Eigaleo, qui mesure plus de 450 mètres de haut. Mais soudain, les moteurs se mettent à fonctionner avec plus de puissance et l'avion recommence à prendre de la vitesse. Certains experts estiment que cette accélération serait due à la combinaison de 3 facteurs. Le vent a changé, la température extérieure a baissé et le système d'injection d'eau s'est remis en marche. Et la bonne nouvelle, c'est qu'avec plus de puissance dans ses moteurs, le pilote parvient à prendre de l'altitude. À 2h05, Migadis parvient à tourner à gauche, évitant de peu la collision avec le mont Eigaleo. L'avion se dirige maintenant vers l'océan. Il continue de voler pendant plus de 30 minutes pour larguer son carburant. L'idée est de rendre l'avion plus léger avant l'atterrissage, car il est chargé des 160 tonnes de kérosène nécessaires à son volume transatlantique. Après cela, le capitaine ramène l'avion à leur piste de départ, et ils atterrissent en toute sécurité à l'aéroport d'Hellinikon. Tout le monde à bord est sain et sauf, pas la moindre égratignure, et tout cela grâce à un pilote qui a bravement enfreint les règles pour sauver son équipage et ses passagers. Imaginez plutôt les applaudissements frénétiques au sol et les filles de Migadi qui attendent impatiemment leur père alors qu'il ressort de l'avion. Et ce n'est pas qu'une petite prouesse. Ce pilote a accompli l'impensable. Pour mettre tout cela en perspective, chaque simulation de Boeing reproduisant ce volume s'est terminée par un crash. L'exploit de Migadis a conduit Olympic Airways à modifier certaines de ses procédures. Et Boeing a commencé à inclure l'étude de ce cas dans son programme de formation. Maintenant, on pourrait penser que Migadis a été traumatisé par cet accident et n'a plus jamais voulu monter à bord d'un avion. Mais non, souvenez-vous que nous parlons d'un véritable héros. À 18h le même jour, Migadis a pris place dans le cockpit d'un Boeing 747 de remplacement et a acheminé ses 400 passagers par-delà l'Atlantique jusqu'à New York. En ce qui concerne l'avion, il est resté chez Olympic Airways pendant quelques années avant de rejoindre Transworld Airlines en 1985. La carrière de ce Boeing 747 ne s'est achevée qu'en 1997, après 24 ans de service. Un certain volume a traversé un sale quart d'heure dans les airs en 1993, lorsque le pilote a accidentellement déployé les volets de l'avion, la partie située à l'avant de l'aile. Le temps était au beau fixe. Les passagers étaient riés, détendus. Tout le monde vaquait à ses occupations. Soudain, ils ont ressenti une secousse inattendue, et le pilote automatique s'est instantanément désenclenché. Le pilote a commencé à lutter pour reprendre les commandes. L'appareil est devenu instable, tanguant de manière spectaculaire, ce qui a entraîné une plongée rapide de 1500 mètres. Les vibrations ont plongé la cabine dans le plus grand chaos. Les passagers hurlaient de peur. Les volets ne sont censés être utilisés que lors des décollages et des atterrissages, et sûrement pas en plein volume.
Il s'agissait du volume 583 de China Eastern Airlines, en route de Shanghai vers Los Angeles en passant par le Pacifique. Le pilote a déclaré une urgence et a dirigé l'avion vers une base militaire d'Alaska. Parmi les 255 personnes à bord, 60 ont fini à l'hôpital. Et malheureusement, 2 d'entre elles n'ont pas survécu. Le pilote a effectué quelques manœuvres rapides pour stabiliser l'appareil. Mais la plupart des blessures sont survenues parce que les gens n'étaient pas attachés. On a estimé que les volets s'étaient déployés en raison de la conception des contrôles. C'était donc la faute du constructeur, qui les avait pensés de telle manière que le manche pouvait être accidentellement secoué en volume. Heureusement, l'équipage était bien formé, et l'avion n'était pas endommagé, à l'exception du désordre qui régnait dans la cabine. Les conséquences de cet incident ont cependant été coûteuses, et se sont chiffrées à environ 1,5 million de dollars. Lorsque l'avion a commencé à perdre de l'altitude, les compartiments à bagages se sont ouverts d'eux-mêmes, et les consignes de sécurité ont été rejouées 3 fois pour un effet des plus troublants. Une fois l'avion stabilisé, les hôtesses de l'air sont passées à l'action, prodiguant les premiers secours et laissant des kits de soins éparpillés dans les allées. Il s'est avéré que ce levier de commande mal conçu avait provoqué 11 incidents similaires auparavant. Le commandant l'avait probablement déplacé accidentellement en réglant la vitesse de l'appareil. Le manque de formation des pilotes sur les problèmes en haute altitude et le système avertisseur de décrochage n'ont fait qu'aggraver la situation. Si les passagers avaient gardé leur ceinture bouclée, les dommages auraient été bien moins graves, comme ce fut le cas dans de nombreux autres accidents. Vous connaissez probablement cette annonce faite en volume. Même lorsque le voyant de la ceinture de sécurité est éteint, attachez-vous tant que vous êtes assis. Les experts disent que c'est une bonne approche. Bien que voler soit relativement sûr, il est judicieux de garder sa ceinture attachée, car l'on peut toujours rencontrer des turbulences inattendues. Il s'agit de rester en sécurité pendant ces périodes agitées, surtout celles qui se produisent pendant les temps orageux. Sarah Nelson, la présidente de l'Association des personnels navigants, estime que ce voyant devrait être allumé pendant tout le voyage. Prévoir les turbulences est comme essayer de deviner le temps qu'il fera. Ce n'est jamais tout à fait précis, car les turbulences peuvent se produire n'importe où. Les avions sont toutefois robustes et ils peuvent résister aux plus violentes. Mais le véritable danger est d'être heurté pendant une turbulence et non que les avions se désintègrent en plein volume. Ils sont rares, mais des accidents se produisent encore de temps à autre. Au cours d'un épisode dramatique de 2016, un pilote a réalisé une manœuvre proprement héroïque, sauvant la vie de 439 personnes. Il se préparait à décoller depuis Shanghai, quand tout à coup, un autre avion est apparu sur la piste devant lui. Faisant preuve de réflexes fulgurants, le pilote a rapidement élevé son avion, évitant de justesse la catastrophe. Il a reçu 360 000 $ pour ce remarquable tour de force. Il n'a manqué l'autre avion que de moins de 20 mètres, soit environ la longueur d'un semi-remorque. On apprendrait par la suite que les contrôleurs aériens et l'équipe d'atterrissage s'étaient emmêlés les pinceaux. 2 contrôleurs y ont perdu leur travail, et 13 autres ont reçu un blâme. On a dit de cet incident qu'il n'était pas sans rappeler la collision de l'aéroport de Tenerife en 1977. À cette époque, 2 Jumbo Jet sont entrés en collision sur une piste brumeuse. Eux n'ont pas eu de chance, et l'incident a été un véritable carnage. Certains accidents dans l'histoire de l'aviation ont permis d'en éviter d'autres. À chaque crash, quelque chose d'essentiel doit être repensé. En 1956, 2 avions se sont percutés au-dessus du Grand Canyon, entraînant la perte tragique des 128 vies qui se trouvaient à bord. Cet accident a conduit à une amélioration du système de contrôle du trafic aérien, assorti d'un budget de 250 millions de $. L'Agence fédérale de l'aviation américaine a également été fondée en 1958 pour assurer la sécurité aérienne. Puis, en 1986, un avion privé a accidentellement pénétré dans l'espace aérien de Los Angeles pour entrer en collision avec un autre avion. Cette tragédie a coûté la vie de 86 personnes, en réponse de quoi des systèmes d'évitement de collision ont été introduits. En 1978, le volume United 173 a fait face à un problème de train d'atterrissage. Il a conduit à un crash qui a coûté leur vie à 10 personnes. Cet incident a engendré une transformation dans la familiarisation au poste de pilotage, introduisant la gestion des ressources de l'équipage. Cette méthode de gestion s'éloignait de l'approche traditionnelle centrée sur le commandant de bord, pour mettre l'accent sur le travail d'équipe et la communication au sein du personnel de bord. Une autre amélioration a concerné la prévention des urgences en volume. En 1983,
Un incendie s'est déclenché dans les toilettes arrière du volume 797 d'Air Canada, provoquant un accident qui coûterait 23 vies. La FAA a réagi en exigeant que des détecteurs de fumée et des extincteurs automatiques soient installés dans les toilettes des appareils. Après 1988, les avions ont été réaménagés avec des coussins ignifugés et un éclairage au sol, les plus récents adoptant même des matériaux résistants aux flammes. Les vents peuvent être dangereux selon certaines circonstances. Le crash du volume Delta, 191 en 1985, a attiré l'attention sur les dangers du cisaillement du vent. Les recherches conjointes de la NASA et de la FAA ont conduit au développement de systèmes d'alerte de cisaillement du vent à radar frontal. Au milieu des années 90, ceux-ci sont devenus la norme sur les avions de ligne. Le nombre d'accidents liés au cisaillement du vent a considérablement diminué depuis lors. En 1989, le volume 232 d'United Airlines a vécu un véritable cauchemar lorsqu'une panne du moteur du DC-10 l'a rendu pratiquement incontrôlable. Le pilote Alfred Haynes est parvenu à faire atterrir l'avion dans un aéroport proche, mais l'incendie qui a suivi était terrifiant. 185 passagers ont survécu à la catastrophe. La cause principale de l'incident était une fissure dans le disque du ventilateur, survenue lors de la fabrication de l'alliage de titane. Cet incident a poussé la FAA à modifier le système hydraulique, à mettre en œuvre des systèmes de sécurité redondants dans les futurs avions et à innover les protocoles d'inspection des moteurs. En 1988, une grande partie du fuselage d'un volume d'Aloha Airlines s'est déchirée en plein volume. En un instant, la cabine s'est retrouvée béante, laissant les passagers exposés au ciel ouvert. En dépit du chaos, les pilotes ont réussi un atterrissage en toute sécurité, avec une seule perte humaine. La sécurité des transports a découvert que la corrosion et les dommages dus à l'usure, qui s'étaient accumulés sur 89 000 cycles de volume, avaient causé cet accident. L'avion avait été utilisé pour des vols brefs et pressurisés entre les îles hawaïennes. Peu après, en 1991, l'agence a lancé le Programme national de recherche sur le vieillissement des avions. Celui-ci a renforcé les normes d'inspection et de maintenance, en particulier pour les avions à usage intensif et à cycle élevé. Environ 80% des incidents se produisent dans les 3 premières minutes qui suivent le décollage ou les 8 dernières minutes qui précèdent l'atterrissage. Restez vigilants pendant ces moments et vos chances de survie augmenteront. Ne vous laissez pas intimider par tout cela. Les chances réelles de se trouver dans un accident d'avion sont de l'ordre d'1 sur 11 millions. C'est la même probabilité que d'être frappé par la foudre au cours d'une année. D'autre part, les avions sont souvent frappés par la foudre. Ils sont conçus pour la supporter. Chaque avion est probablement touché environ une fois par an, ou toutes les 3000 heures qu'il passe dans le ciel. Mais il n'y a pas eu d'accident lié à la foudre depuis 1967. Les ingénieurs ont veillé à ce que lorsqu'un avion est touché, la foudre le traverse tout simplement et ressort sans vraiment impacter quoi que ce soit à l'intérieur. Plongeons maintenant dans la mécanique fascinante qui permet aux avions de rester dans les airs. Les ailes sont importantes, mais il n'y a pas qu'elles. 4 forces entrent en jeu: la portance, la poussée, la résistance au vent et le poids. Les extrémités recourbées des ailes sont appelées winglets et elles aident à réduire les tourbillons d'air, rendant l'avion plus stable et plus rapide. Il y a une raison pour laquelle les lumières s'assombrissent lorsqu'un avion atterrit de nuit. Cela prépare tout le monde à une évacuation rapide, aidant les yeux à s'adapter à l'obscurité si l'atterrissage se passe mal. Vous êtes dans une pièce lumineuse, remplie d'obstacles, et soudain, les lumières s'éteignent et on vous demande de vous précipiter vers la sortie. Ce n'est pas de la tarte. Les agents de bord vous demandent également de relever les stores pendant l'atterrissage. En cas d'urgence, ils souhaitent que vous puissiez voir ce qui se passe à l'extérieur et déterminer si un côté de l'avion est plus propice à une évacuation rapide. Si vous vous demandez quelle est la partie la plus sûre dans un avion de ligne, c'est à l'arrière. Selon une étude menée par Popular Mechanics, s'étendant de 1971 à 2005, être assis à l'arrière vous donnerait 40% de chance en plus de survivre à un accident. Tout aussi important, vous serez plus près des toilettes. Aimerais-tu avoir une idée de à quoi l'aviation pourrait ressembler à l'avenir? Alors tu es au bon endroit. Lits superposés en classe économique, véhicules volant à la verticale, service de restauration à bord assuré par l'IA, attache ta ceinture et c'est parti pour le volume. Mais tout d'abord, permets-moi de te poser une question. As-tu déjà entendu parler des Crystal Cabin Awards? Ce sont en quelque sorte les Oscars de l'aménagement intérieur des avions. Nous te présentons quelques-uns des lauréats les plus récents.
Voici le Skynest, un lit à plat pour les personnes voyageant en classe économique. Ces nids sont censés être utilisés sur les vols long courriers. Le design est basé sur un îlot de sommeil situé au milieu de l'avion. On peut réserver un créneau de 4 heures si l'on veut faire une vraie sieste pendant le volume. La meilleure nouvelle, c'est que ce concept devrait être introduit l'année prochaine. Lorsque tu voyageras en classe économique premium sur de longues distances, tu pourras bénéficier d'une conception plus intelligente des sièges. Il s'agit de sièges plus larges et d'accoudoirs jumeaux, ce qui signifie que tu n'auras plus à te battre avec tes voisins pour obtenir de l'espace. De plus, il y aura des rangées entièrement flexibles avec des coussins qui peuvent être surélevés, créant ainsi des lits à plat. Le groupe Lufthansa a promis que les passagers haut de gamme pourront réserver des suites avec des lits doubles et voyager sur des sièges chauffants ou rafraîchissants à température réglable. Comme tu le vois, ces jours-ci, les compagnies aériennes travaillent d'arrache-pied sur de nouvelles conceptions de cabines d'avion, et cela pourrait avoir un impact sur l'avenir du transport aérien dans son ensemble. Pour l'instant, elles se concentrent sur l'expérience des voyageurs à l'intérieur de l'avion. Il en résulte des produits époustouflants, les suites de première classe de Singapore Airlines ou la cabine La Première d'Air France, qui devrait devenir l'une des meilleures cabines de première classe dans les airs. Elle comprendra des suites équipées de canapés et de fauteuils séparés, et chaque suite disposera de 5 fenêtres le long de la paroi de la cabine. Cela en fera la plus longue suite de première classe au monde. Mais Airbus a breveté l'idée d'une expérience de volume plus interactive, en particulier pour les passagers chanceux qui occupent des sièges avec hublot. À l'aide d'un équipement spécial capable de suivre les mouvements des yeux, l'avion pourrait mettre en évidence les objets significatifs que le passager regarde et lui fournir des informations détaillées, qui s'afficheraient sur un écran semi-transparent situé sur le hublot. Le brevet indique également qu'il est possible d'envoyer des données à des appareils connectés par Bluetooth ou Wi-Fi. Ainsi, les décollages et les atterrissages deviendraient beaucoup plus excitants, et tu pourrais obtenir des informations sur un nouveau pays ou une nouvelle ville. Qatar Airlines, à son tour, a eu l'idée des suites. Voici à quoi cela ressemble. Sur les côtés, il y aura des suites individuelles, tandis que la partie centrale pourra être transformée. Tu peux choisir une suite double pour voyager avec ton partenaire, ou tu peux avoir un espace privé, ou même déplacer les murs et transformer l'endroit en une suite quadruple que tu peux utiliser pour une réunion. Des améliorations pourraient également être apportées à la classe économique. Elles devraient t'offrir plus de confort, surtout sur un volume long courrier. Une société appelée Zodiac Seats a déposé un brevet basé sur une configuration de sièges en zigzag. Regarde cette allée qui contient 3 et 4 sièges, chacun d'entre eux étant orienté dans la direction opposée. Les passagers disposent ainsi de beaucoup plus d'espace pour les épaules que s'ils étaient assis dans des sièges ordinaires. De plus, les passagers bénéficient d'un grand espace pour les jambes. Certes, certaines personnes peuvent se sentir un peu mal à l'aise lorsqu'elles doivent faire face à leurs voisins pendant plus de 8 heures d'affilée. Mais ces améliorations de l'espace n'en valent-elles pas la peine? Bon, tu sais peut-être qu'il n'est pas facile de se déplacer dans la cabine pendant que les hôtesses de l'air servent les repas et les boissons. De plus, tu dois manger à une heure précise avec tout le monde. Ou, si tu n'as pas faim, renoncer complètement au repas. Les robots pourraient bien être la solution. Une entreprise a proposé d'utiliser des nacelles de taille parfaite qui pourraient glisser le long du rail au milieu de l'allée et livrer les boissons et la nourriture commandées par les passagers. Ainsi, tu pourrais recevoir ton repas à l'heure qui te convient le mieux, sans quitter ton siège. Cette solution est susceptible de résoudre les problèmes liés au service des repas. Mieux encore, elle pourrait permettre de réduire le nombre de cuisines dans les grands avions. Malheureusement, cette idée a été déposée il y a 60 ans et n'a pas encore été mise en œuvre. Elle n'est donc peut-être pas aussi géniale qu'elle en a l'air. Une autre idée liée au service de repas en volume consiste à utiliser l'IA. Selon ses créateurs, la technologie enregistrera ce que les passagers laissent sur leur plateau et utilisera ensuite ces données pour suggérer différents plans de restauration sur les vols suivants. Même si ces innovations semblent rendre les voyages beaucoup plus confortables, elles ne sont pas vraiment révolutionnaires. Mais regarde bien celle-ci, des avions à décollage et atterrissage verticaux. Le concept de cabine de taxi aérien de Hyundai Transys optimise l'espace et donne la priorité à l'intimité dans une cabine partagée.
Si l'on parle de vol court, il y a City Airbus Next Gen. Il s'agit d'un véhicule entièrement électrique à décollage et atterrissage verticaux, doté de 4 sièges et basé sur le concept Lift and Cruise. Il peut opérer dans un rayon de 80 km et à une vitesse de croisière de 119 km/h. Une autre perspective étonnante est celle des avions de transport de passagers dotés de copilotes IA, ou même des pilotes. Certains experts affirment que les avions pourraient potentiellement être pilotés de manière entièrement automatisée. Mais tout le monde n'est pas d'accord avec cette idée. Un pilote compétent fait partie d'un système de sécurité complexe qui réduit les risques et assure la sécurité des passagers. Les pilotes doivent être des navigateurs, des techniciens, des ingénieurs et des experts en météorologie. Au cours d'une journée de travail normale, un pilote doit traiter avec le personnel au sol, les autres équipages, le personnel de cabine, les contrôleurs aériens et les passagers. Ce n'est pas rien. Et n'oublions pas qu'ils doivent communiquer correctement, non seulement en termes d'aviation, mais aussi sur le plan interpersonnel. L'IA sera-t-elle capable d'en faire autant? L'avenir nous le dira. Mais revenons aux idées les plus audacieuses sur l'avenir du transport aérien. Certains experts pensent qu'aux alentours de 2040, tu pourras faire un tour en avion hypersonique. Nombreux sont ceux qui pensent que l'ère des avions supersoniques s'est achevée en 2003, lorsque l'avion commercial Concorde a été mis hors service après des décennies de non-rentabilité. Mais il semble que la situation pourrait bientôt changer. Les nouveaux avions supersoniques voleront à des hauteurs incroyables et leur vitesse sera probablement au moins 6 fois supérieure à celle de n'importe quel autre avion de ligne. Ainsi, il faudra moins de 2 heures pour se rendre de New York à Londres. À titre de comparaison, il faut aujourd'hui 8 heures à un avion classique pour relier CS deux villes. Mais il y a un problème. Les billets d'avion supersoniques coûteront cher. Et statistiquement, les gens ont tendance à privilégier le prix à la vitesse. Les experts ne pensent donc pas que beaucoup de gens seront prêts à payer quelques milliers de dollars pour aller de Londres à Sydney en 4 heures. De plus, ces avions auront besoin d'une grande quantité d'hydrogène liquide, qui n'est pas bon marché actuellement. D'ailleurs, il se peut que vous ne reconnaissiez pas un avion de 2050. 6 machines volantes continueront d'évoluer au cours des prochaines décennies. Et il est fort probable qu'à un moment donné, les hublots commenceront à disparaître complètement des appareils. Les avions deviendront ainsi plus robustes et mieux adaptés aux vitesses élevées. Les hublots alourdissent les avions, ce qui se traduit par une plus grande consommation de carburant. Pas étonnant que les avions cargo n'aient pas de hublots. Les avions deviendront également plus élégants et seront probablement recouverts de panneaux solaires. Il existe aussi un concept d'avion dont la cabine est faite de polymère transparent. Je ne sais pas ce qu'il en est pour vous, mais moi, je ne monterai jamais à bord d'un tel avion. C'est de l'aérophobie. Il y a fort à parier que dans quelques décennies, nous verrons un avion hypersonique doté d'un moteur à réaction capable de se transformer en fusée pour aller dans l'espace. L'oxygène liquide serait injecté dans l'échappement, transformant le moteur en fusée. Cela permettrait à l'avion d'atteindre des vitesses énormes. Sur le chemin du retour, le moteur redeviendrait un moteur à réaction normale. As-tu déjà regardé un film hollywoodien bourré d'action, où un avion se retrouve percé sur le côté, et où tout le monde commence à paniquer? Les objets volent dans tous les sens, et les gens ont bien du mal à rester dans leur siège. Dans la vraie vie, un petit trou dans la carlingue de l'avion ne va pas provoquer un tel drame. Cependant, on a une histoire incroyable à te raconter. Celle d'un pilote qui a réussi à faire atterrir un avion dont la moitié du toit avait disparu. Peux-tu seulement le croire? N'oublie pas d'attacher ta ceinture de sécurité, car ce voyage va être très mouvementé. Le 28 avril 1988, un Boeing 737 appartenant à Aloha Airlines a décollé de l'aéroport international de Hilo à destination d'Honolulu. Avant ce volume, l'avion avait déjà effectué 3 courts trajets entre Honolulu, Hilo, Maui et Kauai. Ce jour-là, tout semblait calme et le temps était au beau fixe. Le voyage s'annonçait sans encombre. Le commandant de bord était un certain Robert Schornsteimer et sa copilote Madeleine Tompkins. Tous deux étaient des pilotes aguerris, avec plusieurs milliers d'heures de volume sur Boeing 737 à leur actif. Tôt ce matin-là, avant de décoller d'Honolulu, Madeleine a procédé à l'inspection préalable habituelle et a déclaré que tout était en ordre. À 11h,
Ils ont décollé d'Honolulu en direction de Maui, puis ont mis le cap sur Hilo. Arrivés sur cette île, ils n'ont pas quitté leur cockpit et n'ont pas non plus inspecté l'avion de l'extérieur. Ce n'était pas une obligation, alors pourquoi s'en préoccuper? À 13h25, l'avion a décollé pour la dernière étape de son trajet aller-retour, avec 95 personnes à son bord, 89 passagers, 2 pilotes, 3 hôtesses de l'air et un contrôleur aérien de la FAA qui occupait le siège d'observation dans le cockpit. L'avion avait décollé normalement et atteint son altitude de croisière de 7300 mètres sans encombre. Mais à 40 km de Kaului, les choses se sont totalement emballées. Les pilotes ont entendu un bruit sourd, suivi d'un craquement, puis d'une rafale de vent si forte qu'elle en était assourdissante. Il s'avère qu'une petite partie du toit du côté gauche s'était détachée, provoquant une décompression explosive de l'avion. Et pour ne rien arranger, celle-ci a provoqué une réaction en chaîne qui a entraîné l'arrachement d'une grande partie du toit de l'appareil. Cette partie manquante mesurait 5 à 6 mètres de long et faisait partie intégrante de la carlingue qui recouvrait l'avion depuis le cockpit jusqu'à l'avant de l'aile. Les pilotes n'avaient pas la moindre idée de ce qui se passait lorsque la catastrophe s'est produite. Le copilote, qui contrôlait l'avion à ce moment-là, a soudain senti sa tête basculer en arrière. Puis il a vu un tas d'isolants gris et de débris voler autour du cockpit comme s'il s'était agi d'une tornade. Pendant ce temps, le commandant de bord a jeté un coup d'œil autour de lui et a été stupéfait de voir que la porte même du cockpit était introuvable et qu'au lieu du plafond de la première classe, il regardait directement le ciel. L'avion a commencé à basculer d'un côté à l'autre, ce qui a rendu difficile le contrôle de l'appareil. L'équipage dans le cockpit a rapidement enfilé ses masques à oxygène et le commandant de bord a pris les commandes de l'avion. Il a alors entamé une descente d'urgence vers l'aéroport le plus proche, qui se trouvait sur l'île de Maui. Heureusement, tous les passagers étaient assis et la plupart d'entre eux avaient bouclé leur ceinture de sécurité, car le voyant lumineux n'avait pas été éteint. Malheureusement, les 3 hôtesses de l'air ont été prises au dépourvu. L'une d'entre elles se trouvait près de l'embrasure et a été éjectée hors de l'avion. Les 2 autres ont été projetées au sol. L'une d'entre elles s'est cognée la tête et a perdu connaissance. La 3e hôtesse s'est immédiatement appliquée à aider les passagers et à les calmer. Dans le même temps, les pilotes tentaient désespérément de faire savoir au centre de contrôle aérien qu'ils étaient en difficulté. Mais il leur était extrêmement difficile de communiquer, en raison du bruit et des masques à oxygène auxquels ils étaient astreints. Il leur a fallu recourir au langage des signes pour se comprendre entre eux. De plus, ils n'étaient pas sûrs que leur message soit entendu par la tour de contrôle. Les commandes de l'avion ne répondèrent pas correctement, ce qui rendait la tâche du commandant de bord d'autant plus ardue. La copilote faisait de son mieux pour seconder le commandant de bord et communiquer avec l'aéroport. Ce n'est qu'après que l'avion soit descendu à une altitude de 4200 mètres que la tour de contrôle a finalement reçu leur appel de détresse et a immédiatement commencé à prendre les dispositions nécessaires à un atterrissage d'urgence. Le contrôle aérien n'était cependant pas préparé à une telle situation. En vérité, il leur a même fallu appeler le 911, comme le ferait n'importe quel membre du public en cas d'urgence. Le problème était que le contrôleur n'avait pas du tout cerné la gravité de la situation et n'avait pas non plus réalisé que les passagers et les membres de l'équipage auraient besoin d'assistance médicale. En effet, l'équipage n'avait signalé qu'une décompression rapide et n'avait pas expliqué la situation plus en détail. L'avion se trouvait en très mauvais état, mais le commandant de bord faisait tout, ce qui était en son pouvoir pour le faire atterrir en toute sécurité. Alors que l'appareil descendait vers l'aéroport, le commandant de bord a demandé au copilote de sortir le train d'atterrissage, mais le voyant lumineux a refusé de s'allumer. L'avion a également connu une avarie avec son moteur gauche, qui est tombé en panne alors qu'il approchait de la piste. Malgré tous ces problèmes, le commandant de bord a activé l'inversion de poussée du moteur encore en état de marche pour tenter de faire atterrir l'engin. La tâche était aussi difficile que dangereuse, mais ils ont finalement réussi à poser l'avion en toute sécurité sur la piste. Les passagers et les membres d'équipage ont ensuite été évacués de l'avion. C'était un miracle que tout le monde ait survécu, mais 65 personnes ont toutefois été blessées par les débris et autres morceaux de carcasse qui volèrent autour d'elles. Hélas, le personnel au sol n'était pas du tout conscient de la gravité de cette situation et ne disposait pas de ressources suffisantes pour fournir une assistance médicale d'urgence aux passagers blessés.
La première ambulance est arrivée 7 minutes après l'atterrissage de l'avion, ce qui n'était pas un scénario idéal. De plus, il n'y avait que 2 ambulances sur toute l'île, ce qui ne permettait pas d'accueillir tous les blessés. C'est pourquoi les passagers ont été transportés à l'hôpital dans des autocars de tourisme. Heureusement, 2 chauffeurs, anciens ambulanciers, ont pu prodiguer les premiers soins aux blessés sur la piste d'atterrissage. Pendant ce temps, les mécaniciens et le personnel de bureau de l'aéroport ont conduit les cars jusqu'à l'hôpital, situé à 5 km de là. Malgré ces circonstances chaotiques et éprouvantes, seules 8 personnes ont été gravement blessées et se sont complètement rétablies par la suite. L'avion était en très mauvais état, et il n'était pas étonnant qu'il n'ait pas pu supporter le stress de cet incident de dépressurisation. Bien que son âge ne soit pas mis en cause, il avait essuyé de nombreux décollages et atterrissages qui avaient remis à mal son intégrité. L'environnement salin et humide dans lequel il évoluait n'avait fait qu'aggraver les dégâts. Les avions sont conçus pour supporter un certain nombre de cycles de volume, et celui-ci avait largement dépassé ce seuil. La majorité de ces vols étaient des vols intérieurs de courte durée, ce qui signifiait qu'ils devaient décoller et atterrir bien plus souvent que la moyenne. C'est ce qui avait conduit à l'arrachement du toit pendant le volume. Le mauvais état de l'avion l'ayant rendu irréparable, il a donc fallu le démanteler sur place, à l'aéroport. Ce qui est troublant, c'est que dans une interview réalisée après l'accident, une passagère s'est rappelée avoir remarqué une fissure dans le fuselage de l'avion alors qu'elle était sur le point d'embarquer. Elle n'en a pas parlé à l'équipage parce qu'elle pensait que cela n'en valait pas la peine. Et l'équipage n'a donc pas pensé à s'en assurer. Il est important de rappeler que ce type d'accident est très rare de nos jours. Les grandes compagnies aériennes et les aéroports prennent de nombreuses mesures afin de garantir cette sécurité. Et, selon l'université de Harvard, le risque d'être victime d'un accident d'avion serait d'environ 1 sur 1,2 million. C'est un pourcentage infime, et je ne sais pas ce qu'il en est pour toi, mais je trouve cela plutôt réconfortant. Et même si quelque chose se produisait, par exemple si le toit de l'avion se détachait, il est rassurant de savoir que les pilotes sont formés pour gérer de telles situations d'urgence et qu'ils peuvent toujours faire atterrir l'avion en toute sécurité. Les pilotes ne sont pas autorisés à prendre des repas identiques lorsqu'ils travaillent. Imagine que tu es sur un vol transocéanique, l'avion survole l'océan Pacifique. Les hôtesses de l'air distribuent les repas du soir. Tout le monde se régale avec les pâtes. Mais la sauce a un goût un peu bizarre. C'est probablement normal. Après tout, on mange un repas d'avion. Cela ne peut pas avoir le goût d'une assiette de resto étoilée, n'est-ce pas? Le temps passe. Oh non! Tu avais raison. Il y avait effectivement un problème avec la nourriture. Mais si tous les passagers ont le même souci, les pilotes aussi. Pour éviter qu'ils ne soient tous les deux malades, on conseille donc aux pilotes de ne pas prendre le même repas au même moment. Ainsi, si un pilote se sent mal, l'autre peut prendre le relais. Il ne s'agit pas d'une règle impérative énoncée par les instances officielles d'aviation, mais la plupart des compagnies aériennes établissent leurs propres règles en la matière. C'est logique. Les agents de bord ont accès à des équipements cachés tels qu'un défibrillateur, de l'oxygène supplémentaire, un extincteur et du ruban adhésif. Mais l'équipement le plus intéressant qu'ils possèdent, ce sont sans aucun doute les menottes. Ces objets sont là pour protéger les passagers des autres et parfois d'eux-mêmes. En fait, les membres du personnel navigant ont tout ce qu'il faut pour neutraliser un éventuel fauteur de troubles. Les lunettes de soleil Aviator ont l'air cool sur les pilotes dans les films. Mais dans la vraie vie, ils ne portent pas de lunettes polarisées. Tout d'abord, elles ont un effet anti-éblouissement. Cela peut causer quelques problèmes dans le cockpit. Un pilote doit pouvoir lire les instruments, mais les équipements du cockpit, comme les écrans LCD, émettent une lumière polarisée. Un pilote portant ces lunettes ne pourra donc pas lire les écrans avec une efficacité de 100%. Pour des raisons de sécurité, les pilotes ne doivent donc pas porter de lunettes de soleil. Imaginons un reflet éblouissant provenant du pare-brise d'un autre avion, mais que le pilote ait manqué le signe à cause de ses lunettes teintées. Ouch! Tu as déjà remarqué un trou dans la queue d'un avion? Eh bien, la plupart des avions commerciaux en ont un. La prochaine fois que tu monteras dans un avion, regarde de plus près. Le trou a un nom fantaisiste, le groupe auxiliaire de puissance. De l'extérieur, il ressemble à un trou, mais il s'agit en fait d'un moteur à turbine caché. La plupart du temps, l'APU reste éteint pendant tout le vol. Il commence à fonctionner lorsque l'avion atterrit. Il alimente les lumières de la cabine, l'air conditionné et tout l'électronique du cockpit. Mais ne sous-estime pas la performance de l'APU. Il peut également fournir la puissance nécessaire au démarrage des moteurs principaux. Tu viens de regarder une vidéo de Sympa et tu as appris ce que signifie l'APU.
Une manière parfaite de démarrer une conversation en soirée. Malheureusement, tu n'es pas d'humeur bavarde. Tu veux juste prendre l'avion, atterrir et commencer tes vacances. Mais pas de bol, il n'y a qu'une seule porte pour embarquer. Et tu es en queue de peloton. Pourquoi les avions n'ont-ils pas systématiquement plusieurs portes? Selon les spécialistes, le principal problème est que la passerelle prend beaucoup de place. Lorsqu'un avion est chargé par l'avant et par l'arrière, il occupe 2 passerelles. Ce qui n'est pas idéal pour les exploitants. Les aéroports récemment rénovés ou construits ont cependant tendance à avoir un double embarquement par rapport aux anciens terminaux. Changement de décor. Sautons dans un bateau de croisière. Il y a des passages cachés et des portes secrètes dans ces bateaux. Ce sont des secrets d'initiés. Le personnel du navire travaille le plus souvent dans sa zone réservée. Comment un employé peut-il se rendre d'un endroit à un autre sans utiliser les escaliers et les portes utilisées par les passagers? Eh bien, il existe un réseau de couloirs et d'escaliers tout autour du navire utilisé uniquement par l'équipage. Je suis sérieux quand je parle de portes secrètes. Elles se confondent avec les murs. Elles passent donc inaperçues pour ceux qui ne savent pas où se trouve la porte. Peut-être que tu peux tomber dessus par accident. Voici un indice. Fais attention aux murs près des escaliers des clients. Elles sont dans le coin. Dis-toi que ces gigantesques bateaux de croisière sont en fait des objets métalliques flottants. Ceci me conduit à une anecdote amusante sur les cabines de croisière. Les parois de la cabine du bateau de croisière sont magnétiques. Imaginons que tu fasses une croisière d'1 mois à travers plusieurs pays. Tu collectionnes des aimants sur le thème de la destination et tu décores ta cabine. Les vrais amateurs de croisière connaissent cette magie des aimants. Ils placent donc quelques crochets magnétiques dans leur bagage. Astuce, utilise aussi les crochets magnétiques pour ajouter des rangements supplémentaires dans ta cabine. Accroche des vêtements et des accessoires, des cartes postales ou des chapeaux, ce que tu veux. Parlons encore de navires. Pourquoi certains vaisseaux et bateaux ont-ils des petits trous qui laissent échapper l'eau en permanence? Pour garder la cale exempte d'eau. L'eau s'accumule au fil du temps dans la cale et la pompe de la cale l'évacue automatiquement. Les bateaux n'ont pas de phare. L'utilisation d'un phare pourrait pourtant empêcher les accidents, non? S'il fonctionne pour les voitures, pourquoi pas pour les navires? Les phares sont la source de lumière, mais la lumière qui en sort rebondit sur la source lumineuse à un moment donné. Avec les voitures par exemple, les phares fonctionnent parce que la zone à éclairer est étroite et que l'on peut facilement intervenir si l'on voit un obstacle sur la route. Pour les bateaux, c'est extrêmement compliqué. La source lumineuse doit être suffisamment puissante pour éclairer la zone que le capitaine souhaite surveiller. Les gros cargos, par exemple, ont besoin de plus d'1 kilomètre pour s'arrêter ou prendre des décisions. De plus, il faut imaginer à quel point la lumière du navire doit être plus intense pour éclairer toute la zone située devant lui. Les navires se repèrent à l'aide de différentes sortes de feux appelés feux de navigation. Ils sont petits mais pratiques. Ils sont disposés de manière standardisée pour que les bateaux puissent se repérer les uns les autres. Ce qui est fascinant, c'est qu'ils ne servent pas seulement à se repérer dans l'obscurité. Ils indiquent aussi les mouvements et les directions des autres navires. Voici un exemple. Imagine un bateau équipé de 2 feux de navigation. Celui de l'avant est plus bas, près du plancher du navire. L'autre, à l'arrière, est en hauteur. Ce qui signifie que le bâtiment va vers la droite. Il peut passer en toute sécurité à côté des autres sans les heurter. Les trains n'ont pas de ceinture de sécurité. Un peu bizarre, non? Chaque fois qu'il y a un accident lié au train, cette question revient sur le tapis. Presque partout dans le monde, on ne trouve pas de ceinture de sécurité dans les trains. Plusieurs études ont été réalisées sur ce sujet. Certaines d'entre elles ont créé des simulations d'accidents. Et les résultats ont été surprenants. L'utilisation de la ceinture de sécurité dans un train pourrait en fait potentiellement augmenter le nombre de blessures. Dans les voitures, les ceintures de sécurité sont très efficaces pour protéger le passager et sont systématiquement utilisées. La logique qui sous-tend la ceinture de sécurité est de protéger la personne lorsqu'une collision entraîne une décélération rapide. Mais les trains ont un tel élan qu'ils ne s'arrêtent pas immédiatement. Dans un avion, les passagers utilisent une ceinture de sécurité au décollage, à l'atterrissage et en cas de turbulence. Ce n'est pas le cas pour les trains. Entrer et sortir d'une gare ne présentent pas un risque élevé. Les experts estiment que la concentration du conducteur et des entretiens réguliers constituent les meilleurs moyens pour renforcer la sécurité ferroviaire. À présent donc, tu voyages en train, tu regardes par la fenêtre. Il y a de petites pierres le long des voies ferrées pour t'accompagner dans ton voyage. Ces pierres sont officiellement appelées ballast de voies ferrées. Elles remplissent une fonction très importante. Elles soutiennent et entretiennent la voie. Mais elles ne sont pas là par simple coïncidence. Maintenant, regarde les pierres de plus près. Tu peux remarquer qu'il n'y en a pas une bien taillée sur les voies. Ce ne sont pas des pierres ordinaires disposées de manière aléatoire sur les rails. Chaque rocher présente des arêtes vives et abruptes. Ces arêtes s'accrochent les unes aux autres. Elles protègent le chemin de fer contre les chocs violents. Elles facilitent l'écoulement de l'eau en cas de forte pluie et empêchent l'herbe et les autres mauvaises herbes de pousser. Maintenant, imaginons qu'on les remplace par des cailloux ronds. Ils vont glisser vers le bas.
Finalement, le ballast s'écroulera et les voies s'effondreront. C'est bien la dernière chose que l'on souhaite, surtout si l'on est un passager de ce train, pas vrai? Le ciel est-il comme un désert? Un avion de ligne peut-il aller plus vite que la vitesse du son? Peut-on réparer un avion avec un morceau de ruban adhésif? Voyons si tes intuitions sont bonnes dans ce super quiz mythe ou réalité sur les avions. N'oublie pas de noter tes bonnes réponses et de partager ton score dans les commentaires. Alors, en voici une première pour toi. Les avions de ligne sont plus économes en carburant que ta voiture. Vrai ou faux? Eh bien, c'est vrai. Les vols commerciaux sont plus économes en carburant par personne et par kilomètre que les voitures, et ce depuis plus d'une décennie. Des technologies plus avancées et un plus grand nombre de passagers par avion ont permis de réduire la consommation d'énergie des voyages en avion de près de 74%. Quant aux voitures, la baisse n'a été que de 57%. Ok, qu'est-ce que tu penses de ça? Il n'y a pas de rangée 13 dans un avion. Maintenant que j'y réfléchis, je n'ai jamais vu de 13A ni aucune lettre à côté de ce numéro sur une carte d'embarquement. Et toi? C'est vrai, mais seulement en partie. Dans les pays où l'on considère que le nombre 13 porte malheur, il n'existe pas de rangée 13. Mais dans d'autres pays, le numéro manquant sera différent en fonction des superstitions locales. Ouvrir une porte d'avion pendant un vol est un véritable risque pour la sécurité. Cela semble plutôt terrifiant, mais est-ce vrai? Tu peux te détendre, ce n'est qu'un mythe. D'abord, les portes sont verrouillées, mais même si elles ne l'étaient pas, personne ne pourrait ouvrir la porte d'un avion en vol. C'est physiquement impossible. La pression de la cabine ne le permet pas. Lorsqu'un avion est à son altitude de croisière, il est pressurisé. La différence de pression entre l'intérieur et l'extérieur est énorme. En d'autres termes, la pression à l'intérieur de la cabine pousse la porte et empêche son ouverture. Encore mieux, les portes d'avion sont dites portes de type bouchon, ce qui veut dire que le bord intérieur est plus large que le bord extérieur. Ainsi, elles fonctionnent comme le bouchon d'une baignoire, bloquant l'ouverture de manière tout à fait sécurisée. Ta peau est plus sèche dans un avion qu'elle ne le serait au milieu du Sahara. Qu'est-ce que tu en dis? Si tu penses que c'est vrai, tu as tout à fait raison. La cabine d'un avion est pressurisée et l'humidité y est fixée à 20%. À titre de comparaison, dans le désert du Sahara, l'humidité moyenne de l'air est d'environ 25% et ta peau est habituée à au moins 40% d'humidité. C'est pourquoi tu as le nez et la gorge si secs quand tu prends l'avion. Il y a plusieurs années, quelqu'un a posté une photo sur internet qui est devenue virale en un rien de temps. Sur cette image, on voyait le technicien d'une compagnie aérienne. Il semblait réparer un avion avec du ruban adhésif en toile. Alors voici la question, cela peut-il être vrai ou s'agissait-il simplement d'un montage? La réponse n'est pas si simple. Il ne s'agissait pas d'un ruban adhésif ordinaire, donc en partie ce fait est un mythe. Mais il s'agissait bien d'une sorte de ruban adhésif, connu sous le nom de speed tape. Il coûte environ 700 $ par rouleau. C'est un ruban adhésif en aluminium que l'on utilise pour de petites réparations temporaires, en attendant de pouvoir faire de vraies réparations. Est-il vrai que les pilotes évitent le triangle des Bermudes? Après tout, il a si mauvaise réputation. Les navires et les avions semblent disparaître en grand nombre dans cette région. Ce n'est évidemment qu'un mythe. Aujourd'hui, nous savons qu'il n'y a aucun danger particulier à survoler le triangle des Bermudes, et des avions traversent cette région tous les jours. Les avions volent en général tout seuls, grâce au système de pilotage automatique qui font tout le travail. Mythe ou vérité? Qu'est-ce que tu en penses? C'est un mythe très répandu. De nombreuses personnes pensent que les avions sont dotés de mécanismes complètement automatisés qui leur permettent de se piloter tout seuls. Et les pilotes ne seraient là qu'en renfort. Mais en réalité, voler est bien un travail manuel. Il nécessite une attention constante et un équipage compétent. Il y avait autrefois un avion de ligne qui volait 2 fois plus vite que la vitesse du son. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est complètement tiré par les cheveux? Ce fait n'est absolument pas un mythe. Le Concorde pouvait atteindre une vitesse de 2140 km/h. C'est beaucoup plus rapide que la vitesse du son, qui est d'environ 1234 km/h, soit en effet presque 2 fois plus lent que le Concorde. Tu as sûrement déjà entendu parler de ce fait ahurissant. Les avions videraient leurs toilettes en plein vol, c'est complètement fou, mais est-ce vrai? Heureusement, il ne s'agit que d'un mythe. Il n'y a pas une once de vérité là-dedans. Les toilettes des avions utilisent un système d'aspiration qui déplace le contenu de la cuvette vers un réservoir spécial. Celui-ci est situé dans la partie arrière de l'avion, et ce réservoir n'est vidé qu'après l'atterrissage. Ah! Voilà une question épineuse. Un avion qui vole vers l'est atteindrait des vitesses plus élevées.
Selon toi, la vitesse dépend-elle vraiment de la direction de l'appareil? Et c'est vrai. Cela est rendu possible par les vents de haute altitude, également connus sous le nom de courant jet. Ils soufflent à une vitesse comprise entre 241 et 482 km/h. Et comme notre planète tourne d'est en ouest, les avions qui se déplacent dans cette direction peuvent utiliser ces vents pour se déplacer plus rapidement. Penses-tu que les pilotes contrôlent le flux d'air afin que les passagers restent détendus, s'assoupissent et en même temps pour économiser du carburant? Il s'agit sans aucun doute d'un mythe. Si tu poses cette question à un pilote, il te répondra que c'est totalement ridicule. La vérité, c'est que la pressurisation détermine le niveau d'oxygène dans la cabine. En voici une autre. La plus grande tour de contrôle de trafic aérien au monde est aussi haute qu'un gratte-ciel. Est-ce que tu penses que c'est vrai, ou s'agit-il encore d'un mythe? Je sais, c'est difficile à croire, mais c'est vrai. Pour atterrir, un avion a besoin des feux de piste et des balises de l'aéroport. Et ils sont sous la responsabilité de la tour de contrôle. Elle gère également la circulation au sol. Pas étonnant que de telles constructions doivent être très hautes. Le nouvel aéroport international de Bangkok, en Thaïlande, possède une tour de 132 mètres de haut. Sa hauteur est à peu près égale à celle d'un immeuble de 40 étages. La construction de cette tour a coûté 18 millions d'euros. J'ai une autre question difficile pour toi. La sensibilité de tes papilles gustatives diminuerait de 30% pendant un vol. Vrai ou faux? C'est vrai. La pression dans la cabine, associée à la sécheresse de l'air, engourdit un peu tes papilles. Mais le plus curieux ici, c'est que cela affecte surtout les saveurs salées et sucrées. Si on te sert quelque chose d'épicé ou d'amer, tu n'auras aucun problème pour le savoir. Les traiteurs des compagnies aériennes essayent de tenir compte de la sensibilité réduite de tes papilles gustatives lorsqu'ils préparent les repas des avions. Ils doivent modifier nos bonnes vieilles recettes afin que tes aliments aient meilleur goût. Dans le cas où la cabine est dépressurisée, ton masque à oxygène est immédiatement disponible et tu peux te détendre et respirer. Tu peux même l'utiliser jusqu'à la fin du vol. J'aimerais bien que ce soit vrai, mais est-ce le cas? Malheureusement, ce n'est qu'un mythe. Les masques à oxygène des passagers fournissent généralement suffisamment d'air pour respirer normalement pendant 10 à 15 minutes. En d'autres termes, il ne s'agit là que d'une solution temporaire. Mais dans la plupart des cas, ce temps est suffisant pour que l'avion descende à 3050 mètres. Et à cette altitude, nous n'avons pas besoin de masque pour respirer. Comme les avions descendent très vite, l'oxygène supplémentaire n'est nécessaire que pendant quelques minutes, tout au plus. D'ailleurs, les systèmes d'oxygène sont régulièrement testés lors des contrôles de maintenance. De plus, le flux d'oxygène des passagers et des pilotes ne dépend pas de l'électricité. Les masques utilisent des générateurs d'oxygène individuels. Ainsi, même s'il y a un problème d'électricité à bord, l'arrivée d'oxygène ne sera pas coupée. Beaucoup de gens disent que l'avion est le moyen de transport le plus sûr. Qu'est-ce que tu en penses? C'est un mythe. L'avion est le deuxième moyen de transport le plus sûr. Des études ont démontré que l'ascenseur est plus sûr que l'avion. Malheureusement, ce n'est pas comme ça que tu pourras te rendre aux Bahamas. Ok, cette dernière question était une blague. Statistiquement, l'avion est effectivement le moyen le plus sûr de voyager. Alors, combien de bonnes réponses as-tu eu? Dis-le-moi dans les commentaires ci-dessous. Moi, j'ai fait 8. Pas génial. L'avion était dans les airs depuis à peine 25 secondes quand les pilotes ont remarqué des bruits étranges et des vibrations bizarres. Ils ont pris différentes mesures pour essayer d'améliorer la situation, mais rien n'a fonctionné. Les sursauts du moteur continuaient, et un peu plus d'une minute après le début du vol, lorsque l'avion a atteint 914 mètres, les deux moteurs sont tombés en panne. D'abord, celui de droite, 2 secondes plus tard, celui de gauche. Les pilotes ont alors décidé de retourner à l'aéroport qu'ils venaient de quitter. En même temps, ils ont essayé de redémarrer les moteurs, mais rien ne semblait fonctionner. Ils ont donc pris la décision de faire descendre l'avion en piqué, puis de le redresser. Cela les aiderait peut-être à gagner un peu de vitesse, mais ils ont vite compris qu'ils n'arriveraient pas jusqu'à l'aéroport. L'avion allait-il s'écraser? C'est alors que le miracle de Gottrora s'est produit. Le matin précédant le vol avait commencé comme d'habitude. Procédure d'avant-vol régulière. Beau temps, les membres de l'équipage étaient expérimentés. Un commandant de bord danois de 44 ans avec plus de 8000 heures de vol à son actif et un copilote suédois de 34 ans avec 3000 heures. Que pouvait-il donc arriver? L'avion lui-même était presque neuf. C'était un McDonnell Douglas MD-81 surnommé Dana Viking. Il avait effectué son premier vol le 16 mars 1991.
En ce jour fatidique, l'avion était donc en service depuis à peine 9 mois. Il y avait 122 passagers et 7 membres d'équipage à bord. Le vol 751 de Scandinavian Airlines était un vol régulier allant de Stockholm en Suède à Varsovie en Pologne. En chemin, l'avion devait faire une escale à Copenhague, au Danemark. L'avion a décollé à Stockholm conformément à son programme, à 8h47 heure locale. Mais à ce moment-là, le sort des personnes qui se trouvaient à bord était déjà scellé. Tout cela à cause d'une terrible séquence d'événements ayant précédé le départ. Ça avait commencé la veille au soir. L'avion était arrivé à l'aéroport de Stockholm après un vol en provenance de Zurich. Il était 22h09. L'avion avait passé la nuit sur le tarmac de l'embarquement à l'extérieur. Il faisait froid, les températures avaient chuté à 1 degré Celsius, proche du point de congélation. Ce qui rendait la situation encore plus mauvaise, c'est qu'il restait encore près de 2700 kg de carburant glacé, refroidi pendant le vol à l'intérieur des réservoirs situés dans les ailes. Si le carburant était si froid, c'est parce que l'avion avait volé à l'altitude de croisière, où la température de l'air à l'extérieur de la cabine varie à cette époque de moins 52 degrés Celsius à moins 62 degrés Celsius. Le vol depuis Zurich avait duré environ 1 heure et 40 minutes. Peu après minuit, un technicien était venu vérifier l'appareil. L'homme avait dû retirer de la neige fondue du train d'atterrissage. Sinon, il n'aurait pas pu l'examiner. Vers 2 heures du matin, au moment de repartir, il avait constaté que du givre recouvrait la partie supérieure des ailes. Au matin, la situation était devenue encore plus grave. Une couche de glace transparente, presque invisible, s'était formée sur le dessus de celle-ci. L'avion devait quitter la porte d'embarquement vers 8h30. 1 heure avant le départ, le mécanicien en charge de l'avion s'était rendu compte qu'un peu de glace recouvrait à présent le dessous des ailes. Il avait décidé de s'assurer qu'il n'y en avait pas également sur le dessus. Il avait grimpé sur une échelle et posé un genou sur l'aile. Puis il s'était penché pour toucher la partie avant de l'aile. Il n'y avait pas de glace, juste de la neige fondue. Le mécanicien avait alors décidé de vérifier que tout allait bien au niveau de l'entrée d'air de l'un des moteurs. Il n'avait rien trouvé là d'anormal. Peu après, le personnel avait utilisé plus de 1000 litres de liquide de dégivrage pour éliminer la glace de l'avion. Le mécanicien avait consulté le commandant de bord et ordonné au personnel de dégivrer également le dessous des ailes. Après tout, il avait vu de la glace à cet endroit. Mais personne n'avait pensé à revérifier s'il y avait de la glace transparente sur le dessus. Après avoir terminé la procédure, le mécanicien avait dit au commandant de bord « Nous avons fini, le dégivrage est terminé ». Il y avait beaucoup de neige et de glace, mais tout est à présent en ordre. Le commandant de bord l'avait remercié et avait poursuivi les procédures d'avant-vol. L'avion roulait à présent jusqu'à la piste. Les systèmes antigel de ses moteurs étaient allumés et n'indiquaient aucun dysfonctionnement. Mais plusieurs passagers ont affirmé plus tard avoir vu de la glace glisser sur la partie supérieure des ailes pendant que l'avion décollait. Pourtant, l'avion a réussi à quitter le sol et s'est dirigé vers Varsovie comme d'habitude. Mais peu après le décollage, plusieurs morceaux de glace se sont détachés. À pleine vitesse, ils sont venus percuter les turbines des moteurs près de la queue des 2 côtés de l'avion, démolissant les pales. Cela a entraîné une surtension en divers endroits. Et ce qui s'est passé ensuite est entré dans l'histoire. Quelque part dans la cabine, le commandant de bord de Scandinavian Airlines, Per Holmberg, qui était à bord en tant que passager, a remarqué que quelque chose n'allait pas. Il a d'abord informé le membre d'équipage assis sur le strapontin arrière que le moteur droit surchauffait. Ils ont ensuite essayé de contacter le commandant et son copilote, sans succès. Le commandant passager s'est alors précipité dans le cockpit et a demandé s'il pouvait aider les pilotes. Le copilote lui a donné la liste de contrôle d'urgence et le commandant lui a demandé de démarrer le groupe électrogène auxiliaire, une petite turbine à gaz située dans la queue de l'avion. Les conseils et l'aide de Holmberg ont été précieux, mais ont-ils suffi à sauver l'avion et les personnes qui se trouvaient à son bord ? Lorsque l'avion est sorti de l'épaisse masse de nuages à une altitude de 270 mètres, les pilotes se sont rendus compte qu'ils n'auraient pas assez de temps pour retourner à l'aéroport. Un atterrissage d'urgence était inévitable. Le commandant passager a transmis l'ordre au personnel de cabine qui a commencé à préparer les passagers. Il y avait un vaste champ au nord de là où se trouvait l'avion, mais le commandant savait qu'il n'aurait pas assez de temps pour l'atteindre. Il a donc choisi un champ beaucoup plus petit au milieu d'une zone boisée. Ce n'était pas loin du village de Gottrora, dans l'Uppland, en Suède.
L'avion était à peine à 420 mètres au-dessus du sol lorsque le commandant passager a commencé à sortir les volets. À 55 mètres, le commandant a informé Stockholm « Nous nous écrasons au sol ». 7 secondes plus tard, l'avion a heurté plusieurs arbres et a perdu un gros morceau de son aile droite. À ce moment-là, le train d'atterrissage était déjà sorti et la vitesse était de 224 km/h. Quelques instants plus tard, la queue de l'avion a frappé le sol et s'est détachée. L'avion a continué à glisser sur le champ, toujours à grande vitesse. Il a parcouru 110 mètres, son train d'atterrissage principal laissant de grandes traces sur le sol. Peu après, l'appareil a perdu son train d'atterrissage principal et son train avant. Son fuselage s'est brisé en 3. Par miracle, il n'y a pas eu d'incendie. Si tu regardes les photos du crash, à savoir l'avion en morceaux éparpillés un peu partout sur le terrain, il est difficile de croire que les 129 personnes à bord ont survécu. C'est véritablement miraculeux. Mais c'est aussi grâce à la réaction rapide du personnel de bord et aux instructions qu'ils ont données aux passagers. Ils n'ont pas paniqué et ont dit aux gens de se mettre en position de sécurité juste à temps pour éviter le pire. Plus surprenant encore, presque tous les passagers, à l'exception de 4 personnes, ont réussi à sortir de l'avion par leurs propres moyens. Pas étonnant que cet accident ait été surnommé le miracle. L'avion, cependant, n'a pas eu autant de chance. Cet appareil vieux de 9 mois seulement a été tellement endommagé qu'on l'a immédiatement mis hors service. Tout le monde a salué l'intervention des pilotes. C'était un atterrissage incroyablement difficile, surtout à cette vitesse et dans ces conditions si dangereuses. Le commandant de bord lui-même a avoué que peu de pilotes ont ainsi l'occasion de mettre en pratique tout ce qu'ils apprennent pendant leur formation. Du moins, pas à un tel point. Il a dit qu'il était fier de son équipage et soulagé que tout le monde ait survécu. Et il n'a plus jamais piloté d'avion de ligne. Comment les araignées peuvent-elles survivre lorsqu'elles perdent une patte? Lorsqu'elles sont dans une situation dangereuse et qu'elles essayent de s'enfuir, elles peuvent perdre des pattes et les faire repousser seulement quelques mois plus tard. Elles survivront sans problème car la plupart du temps, leurs pattes se détachent au niveau des points de rupture. Ce sont des articulations qui contiennent des muscles qui se contractent, ce qui aide les araignées à minimiser la perte de sang. Si elles perdent une patte au niveau de la partie qui précède le point de rupture, elles perdront alors plus de sang et il leur sera plus difficile de guérir. En parlant d'araignées, as-tu remarqué qu'elles restent parfois immobiles pendant un long moment? Elles se figent en attendant qu'une proie potentielle se pose sur leur toile. Si une araignée bouge, elle gaspille de l'énergie et attire inutilement l'attention sur elle. Soit un oiseau affamé en quête d'un casse-croûte la verra, soit l'araignée restera affamée car les mouches auront moins tendance à s'approcher de la toile. Lorsqu'elle file une toile, elle dépense aussi beaucoup d'énergie. Même lorsque la toile est terminée, une araignée peut devoir attendre des jours ou des semaines avant d'attraper quelque chose. Il est donc important d'économiser autant d'énergie que possible. Les araignées chasseuses sont beaucoup plus actives, mais la majorité d'entre elles sont des prédateurs nocturnes. Elles passent leur journée à se reposer, cachées sous un rocher ou dans un nid. Les pommes de terre rôties peuvent rester chaudes pendant très longtemps et cela est dû à la croûte grasse et amidonnée qui agit comme une sorte de couche isolante. Lorsque tu fais prébouillir une pomme de terre, ces granules d'amidon absorbent l'eau et gonflent jusqu'à ce que les molécules de carbone s'échappent pour produire une sorte de gel épais. Si tu mets ensuite la pomme de terre au four, la température élevée chasse l'humidité. L'amidon gélatinisé se retrouve alors à l'extérieur de la pomme de terre et crée une croûte croustillante qui emprisonne la chaleur à l'intérieur. La graisse de la plaque de cuisson s'accumule aussi dans les fissures et la structure qui garde la chaleur reste solide. Les oiseaux ne s'électrocutent pas en se posant sur les lignes électriques car ce n'est pas la tension qui peut leur faire du mal, mais les différences de tension, sans lesquelles l'électricité ne circulerait pas. Donc si un oiseau se tient sur une seule ligne électrique à 35 000 volts, par exemple, l'absence de différence de tension permet à l'animal de rester en sécurité. Mais s'il étend accidentellement ses ailes et touche une autre ligne électrique qui est à une tension différente, cela ne se terminera pas bien pour lui. C'est la raison pour laquelle les compagnies d'électricité s'assurent qu'il y ait beaucoup d'espace entre les câbles. Tu t'es déjà demandé pourquoi les pilotes d'avion n'essayent pas d'atterrir sur l'herbe lorsque le train d'atterrissage est bloqué? L'herbe peut sembler être une bonne option puisqu'elle est douce, mais cette surface n'est ni lisse ni régulière. Lorsque la pression est élevée, l'atterrissage sur l'herbe peut entraîner des mouvements imprévisibles et causer des problèmes tels que la formation de structures
qui se produit à cause des rebonds et de la pression inégale. Cela peut même entraîner une fuite de carburant et empêcher l'ouverture des portes. Les crânes chauves ont tendance à être brillants alors qu'ailleurs sur le corps humain, la peau ne l'est pas. La plupart de notre peau est recouverte de minuscules poils qui lui donnent une sorte d'aspect velouté de duvet de pêche. Dans le cas de la calvitie masculine, les follicules pileux ont tendance à rétrécir et à se transformer en cellules de peau, ce qui signifie qu'il n'y a pas de cheveux du tout. Le cuir chevelu est particulièrement brillant grâce aux glandes sébacées. Elles produisent et sécrètent une sorte de matière huileuse qui protège notre peau. Les glandes sébacées sont situées sur toute notre peau, mais le cuir chevelu en compte beaucoup plus. Cette huile recouvre donc la peau, ce qui la transforme en une surface plus réfléchissante. Les chats domestiques se miaulent rarement les uns envers les autres, mais ils deviennent bruyants avec les humains, et cela pourrait être lié à la domestication. Le processus d'apprivoisement des chats a commencé il y a près de 10 000 ans. Avant cela, les chats étaient plutôt solitaires, ils rencontraient rarement d'autres chats. Ils n'avaient donc pas besoin d'utiliser leur voix pour communiquer entre eux. À la place, ils communiquaient grâce à leur odorat, ce qui incluait des choses comme se frotter contre un certain objet, par exemple un arbre. Ils n'avaient même pas besoin de se retrouver face à d'autres membres de leur espèce pour envoyer un message. Et c'est aussi de cette façon qu'ils communiquent principalement aujourd'hui. Mais les humains n'ont pas un aussi bon odorat que les chats, alors ces créatures intelligentes ont dû trouver un moyen de nous envoyer des messages tout en obtenant ce qu'elles voulaient de nous. Et cela s'est avéré être le miaulement. Si tu prévois une excursion d'une journée dans un désert, par exemple le Sahara en Afrique du Nord, tu voudras apporter une bonne crème solaire et beaucoup d'eau bien sûr, mais aussi un sac de couchage bien douillet si tu prévois d'y passer la nuit. Les déserts deviennent très froids pendant la nuit. Dans le Sahara, les températures passent d'un maximum moyen de 38 degrés pendant la journée à moins 4 degrés pendant la nuit. Cette variation spectaculaire se produit à cause de deux facteurs principaux, l'humidité et le sable. Le sable ne retient pas très bien la chaleur. Lorsque la lumière et la chaleur du soleil atteignent un désert, les grains de sable de la couche supérieure absorbent la chaleur, mais ils la rejettent dans l'air assez rapidement. Ainsi, pendant la journée, le sable rayonne l'énergie provenant du soleil, ce qui finit par chauffer l'air et entraîne des températures extrêmement élevées. Mais pendant la nuit, le sable perd à nouveau rapidement de la chaleur. Et cette fois, il n'y a pas de lumière du soleil qui réchauffe le désert. Cela rend le sable encore plus froid et conduit à une température très basse. Dans les déserts arides d'Atacama au Chili et le Sahara, l'humidité est extrêmement faible. Cela signifie que la quantité de vapeur d'eau dans l'air est presque nulle. Or, contrairement au sable, l'eau stocke bien la chaleur. La vapeur d'eau dans l'air piège la chaleur près du sol. C'est comme si tu recouvrais le sol d'une énorme couverture. Cela l'empêche de se dissiper dans l'atmosphère. De plus, lorsque l'air a un taux d'humidité élevé, il a besoin de plus d'énergie pour se réchauffer. Cela signifie qu'il faut plus de temps pour que cette même énergie disparaisse et que l'environnement se refroidisse. Comme il n'y a presque pas d'humidité dans les déserts, ces zones peuvent à la fois se réchauffer et se refroidir rapidement. Si tu chauffes l'eau de ton thé au micro-ondes, il aura moins bon goût que lorsqu'il est préparé avec une bouilloire. C'est parce que la température du liquide est le facteur principal d'un bon thé. L'eau doit atteindre l'ébullition pendant un certain temps avant que tu ne la verses sur les feuilles de thé. Qu'elles soient en vrac ou en sachet, c'est plutôt facile à faire avec les bouilloires à thé, qu'elles soient électriques ou sur la cuisinière. Lorsque le brûleur ou l'élément chauffant électrique est allumé, l'eau au fond du récipient se réchauffe. Et comme elle se réchauffe, l'eau dans le reste de la bouilloire arrive au point d'ébullition. A l'inverse, un micro-ondes ne chauffe pas de bas en haut. Il crée des ondes électromagnétiques qui sautent aléatoirement autour du four. Tu l'as probablement remarqué lorsque tu essayes de réchauffer des restes. Ils finissent par être partiellement froids à certains endroits et très chauds à d'autres. La même chose se produit avec l'eau, car il est difficile de contrôler l'énergie des micro-ondes. Un liquide trop chaud n'est pas non plus bon pour le thé. Lorsque l'eau dépasse 100 degrés, qui est son point d'ébullition, elle peut détruire les composés qui donnent à un thé sa saveur spécifique. Tu t'es déjà demandé pourquoi les fiches électriques américaines ont des trous dans les broches ? L'histoire remonte au début du XXe siècle, lorsque Harvey Hubble Jr. a inventé différents types de fiches électriques. Il a commencé par la fiche électrique détachable, qui a été la toute première de ce type. Certaines de ces conceptions avaient des broches avec des encoches qui s'alignaient avec les petites bosses à l'intérieur des prises électriques. Ce système d'encoches et de bosses permettait de maintenir les broches en place lorsque les gens inséraient une fiche dans une prise.
À un moment donné, ces indentations ont cédé la place à des trous qui fonctionnent de la même manière, mais ce n'est qu'une partie de l'histoire. La plupart des prises modernes n'ont même plus les bosses. Elles empêchent les prises de tomber du mur en utilisant la friction et la pression. Aujourd'hui, certains fabricants insèrent une tige dans tous les trous d'une ligne de fourche. C'est ainsi qu'ils les maintiennent en place tout en les enveloppant de plastique. Certains disent aussi que les trous permettent d'économiser du métal, ce qui réduit les coûts de fabrication. Pourquoi les chats aiment-ils lécher les humains? Il y a plusieurs raisons potentielles à cela. Premièrement, ils recueillent des informations biochimiques sur ta peau. Ils peuvent aussi te marquer comme l'une de leurs possessions. Admets-le, cela ressemble totalement à un comportement de chat. Et il se pourrait aussi qu'ils te fassent simplement savoir qu'ils te font confiance. Ou au moins, te montrer qu'ils ne te considèrent pas comme une menace ou un rival potentiel. Pourquoi les bananes deviennent-elles plus sucrées en mûrissant? Les fruits ne dispersent pas leurs graines au hasard, ils le font lorsque les animaux les mangent. À un certain stade, ils augmentent soudainement leur teneur en sucre, ce qui incite les animaux à les manger à ce moment-là. Plus précisément, lorsque leurs graines sont mûres. Les graines mûres ont développé des revêtements spéciaux qui les protègent lorsqu'elles passent dans le système digestif des animaux. Pourquoi notre peau est-elle fripée après avoir passé du temps dans l'eau? Après 5 à 10 minutes dans la baignoire, tu remarqueras que de petites rides se forment sur tes pieds et tes mains. Les scientifiques supposent que cela pourrait être la façon dont notre corps obtient une meilleure adhérence lorsqu'il est immergé dans un environnement glissant. Nos doigts ridés améliorent notre prise sur les objets immergés ou mouillés. De plus, ils canalisent l'eau de façon similaire aux bandes de roulement pour la pluie sur les pneus de voiture. Lorsque tu manges quelque chose de très acide, tu ne le sens pas seulement sur ta langue, parfois tout ton visage semble se contracter pour que tout le monde autour puisse voir que tu passes un mauvais moment. La saveur aigre qui provoque cette réaction est le résultat des ions d'hydrogène que les acides libèrent lorsqu'ils se mélangent à la salive. Au moment où ta bouche détecte ce signe d'un acide, elle t'envoie un message de manière assez spectaculaire pour que tu ne puisses pas l'ignorer. C'est une réponse évolutive qui avait du sens dans les temps anciens, car beaucoup de plantes que nos ancêtres trouvaient dans la nature et qu'ils voulaient ensuite consommer étaient toxiques, surtout les plantes au goût acide. Donc encore aujourd'hui, tes récepteurs gustatifs te mettent en alerte et ton visage se tord de façon incontrôlable lorsque tu goûtes quelque chose comme ça. Une couleur plus claire sur un avion est en fait plus lourde qu'une peinture plus sombre. La couleur blanche nécessite un contenu solide plus élevé que le noir pour obtenir la saturation nécessaire. Or, plus la teneur en solide est élevée, plus la peinture sera lourde. C'est pourquoi la peinture blanche est l'une des plus lourdes. Mais les avions blancs sont plus efficaces que les noirs, bien que cela dépende aussi de la façon dont on définit efficace. La peinture blanche reflète en effet davantage la lumière du soleil que la peinture noire. Les différentes couleurs absorbent différentes longueurs d'onde de la lumière et les objets blancs se réchauffent plus lentement que les objets plus sombres. Cela permet donc à l'avion de ne pas surchauffer. Si ton thé chaud a un goût bizarre quand tu le bois dans une tasse en plastique, ne t'inquiète pas, c'est normal. Tu pourrais imaginer que le thé dissout une partie du plastique, mais ce n'est probablement pas le cas. Le goût que tu perçois n'est pas seulement le résultat de tes papilles gustatives, tous tes sens y contribuent. C'est pourquoi la mousse à la fraise a un goût plus sucré sur une assiette blanche que sur une assiette noire. Et c'est la raison pour laquelle tu as l'impression que les chips sont plus croustillantes lorsque tu entends ces sons spécifiques de haute fréquence en les mangeant. De même, le chocolat chaud a un meilleur goût quand tu le bois dans une tasse orange. Nous sommes en quelque sorte conditionnés à boire du thé chaud dans des tasses en céramique. C'est pourquoi le voir dans une tasse en plastique nous fait inconsciemment nous attendre à du thé de distributeur qui n'aura pas bon goût. Les flamants roses se tiennent souvent sur une patte et une théorie affirme que c'est parce que cela les aide à conserver leur chaleur corporelle. Une preuve en est qu'ils lèvent une patte plus fréquemment dans l'eau que sur Terre. D'autres pensent que c'est ainsi qu'ils économisent de l'énergie et non de la chaleur. Ces oiseaux sont définitivement plus stables sur une patte lorsqu'il s'agit de rester debout pendant de longues périodes. C'est parce qu'ils peuvent verrouiller les tendons et les ligaments de leurs pattes dans une position stable, ce qui signifie que leurs muscles n'ont pas à travailler dur pour rester au même endroit. Et puis ça leur donne un look inimitable. Pourquoi les bruits répétitifs nous agacent-ils autant? C'est simple, ils attirent constamment notre attention et nous empêchent de nous concentrer sur autre chose. Nous cessons très vite de réagir à certains sons répétitifs comme le tic-tac des horloges. Mais certains sont tout simplement trop énervants, comme un robinet qui goutte.
La raison pour laquelle cela nous dérange autant est le manque de contrôle. Si tu sais que tu peux arrêter le bruit quand tu le souhaites, tu ne le trouveras pas aussi pénible. Pourquoi toutes les planètes font-elles des cercles autour du Soleil dans la même direction? Ce serait génial de revenir 4,6 milliards d'années en arrière. Tu pourrais voir que l'espace n'était pas vide à l'époque, même si notre système solaire n'était pas encore formé. Il y avait un nuage de poussière et de gaz à l'endroit où, aujourd'hui, se trouve notre Soleil et les planètes. Ce nuage était comme une nébuleuse solaire, et il a façonné notre système solaire. De façon simplifiée, une nébuleuse est un énorme nuage de gaz et de poussière qui occupe l'espace entre les étoiles et aide à en former de nouvelles, ainsi que les planètes qui gravitent autour d'elle. Lorsque cette nébuleuse s'est effondrée, son centre est devenu notre Soleil, tandis que le reste de la matière s'est rassemblé et a créé les planètes que nous connaissons aujourd'hui, ainsi que leurs lunes et le reste des corps rocheux comme les astéroïdes. La matière tournait rapidement et le processus ressemblait un peu à de la pâte à pizza s'aplatissant en un disque de plus en plus grand. Comme le nuage se déplaçait dans une certaine direction au départ, toutes les planètes ont également conservé le même plan orbital. Il faudrait que quelque chose de massif se produise pour modifier l'orbite d'une planète et la forcer à tourner autour du Soleil dans la direction opposée. Pourquoi certaines personnes ont-elles une si belle voix quand elles chantent? 3 éléments affectent la gamme générale des sons qui sortent de ta bouche. La force de ton diaphragme, la taille de tes plis vocaux et la forme des chambres de tes sinus. Mais rendre le son beau est en grande partie une question de pratique. À un niveau basique, tu entends une note et tu la reproduis avec ta voix. Mais la vraie différence entre être simplement capable de chanter un air et avoir une belle voix est liée aux milliers de petites contractions musculaires qui sont pour la plupart inconscientes. Elles ajustent ton mécanisme musculaire où tu produis ta voix en fonction des émotions que tu ressens en chantant. Comme pour les autres instruments de musique, une plus grande amplitude de doigts peut t'aider à jouer du piano, mais le reste consiste à apprendre ces choses subtiles comme la pression sur les touches et le rythme. Pourquoi les chiens entendent-ils des sons plus aigus que nous? Les humains entendent des fréquences jusqu'à environ 20 kHz et les chiens jusqu'à 45 kHz. Presque tous les mammifères peuvent entendre des fréquences plus élevées que les autres vertébrés. Les oiseaux entendent jusqu'à 12 kHz et les reptiles, les amphibiens et les poissons jusqu'à 5 kHz. Les mammifères n'ont pas besoin d'entendre des fréquences élevées pour communiquer entre eux, mais pour pouvoir localiser la provenance d'un certain son. La façon particulière d'entendre qu'utilisent les mammifères, le repérage binaural par différence spectrale, fonctionne de telle sorte que notre cerveau compare la gamme de fréquences d'un son lorsqu'il arrive à chaque oreille. La tête fait de l'ombre à une oreille, de sorte que certaines des fréquences sont absorbées, et notre cerveau absorbe davantage les hautes fréquences que les basses. Et plus la tête est petite, moins elle a d'effet sur les sons de basse fréquence. C'est pourquoi l'animal doit être capable d'entendre des fréquences élevées pour entendre un plus large spectre de sons. Une souris doit entendre jusqu'à 90 kHz, et un éléphant se contente de 10. Les chiens ont une tête plus petite que la nôtre, ils se situent donc dans la catégorie intermédiaire. Pourquoi les océans sont-ils salés? Chimiquement parlant, le sel est du chlorure de sodium. Et le sel de l'océan n'est pas seulement constitué de ces 2 éléments, mais aussi de nombreux autres ions comme le calcium et le magnésium. La plupart d'entre eux commencent comme des roches sur la terre ferme. Certains facteurs, comme le vent et la pluie, érodent ces roches, ce qui signifie qu'elles les usent progressivement. On peut donc dire que la plupart du sel de l'océan provient de roches. Les minéraux de ces roches sont lessivés dans les ruisseaux et les rivières qui transportent les sels dans l'océan. Environ 85% des ions présents dans l'océan sont du sodium et du chlorure, tandis que le magnésium et le sulfate représentent environ 10%. Et une partie du sel qui se retrouve dans l'océan n'y reste pas. Les animaux en consomment une grande partie. Mais grâce à un apport régulier d'eau de ruissellement provenant de la surface, les niveaux de salinité sont à peu près constants. L'océan tire également son sel d'une autre source, les fluides hydrothermaux. Le magma provenant des profondeurs de la croûte terrestre chauffe les évents des profondeurs. Lorsqu'ils sont suffisamment chauds, ils entraînent des réactions chimiques entre l'eau de mer et tous les minéraux des roches autour des évents. C'est pourquoi chaque partie de l'océan est salée, mais le niveau de salinité dépend de l'endroit où tu te trouves dans le monde.